Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai bugué là pour démarrer, comme tu as pu le voir. Euh, bienvenue sur ce podcast, sur ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis en compagnie de Sean Sale. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ça se dit seal, ou seal si tu veux le dire Ah ouais? à l'anglaise, ouais. J'étais persuadé. Parce que comment tu l'écris? C'est S-A-L-E, hein, on est d'accord? S-E-A-L-E. Ah, il me Je crois que manquait. j'ai, Ok, il ouais, me je crois que manquait le j'ai E. pas noté le E quand j'ai mis mon nom sur le programme pour l'enregistrement. Ok, non, mais c'est moi dans ma petite fiche, autant pour moi, parce qu'effectivement, dans ma petite fiche de notes, j'avais oublié de mettre le E, donc forcément, je l'ai mal prononcé. Bon. Euh, ça commence très bien. Non, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que déjà, on va remettre un petit peu en condition. Je suis passé sur ton podcast. Alors, je sais pas dans quel ordre exactement les gens vont découvrir, mais on a eu l'occasion d'avoir une super discussion la dernière fois pour ton podcast. Enfin, une super discussion. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de passer sur ton podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, de la préparation physique, tout ça, de ton podcast aussi, évidemment. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, s'il te plaît. Ouais, alors merci déjà pour ton invitation. Jérôme, ça fait plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sean Seal, j'ai 31 ans, j'habite à Nyon en Suisse. Je suis coach sportif et préparateur physique et animateur du podcast Upside Strength, comme tu l'as déjà mentionné. Ça fait maintenant 7 ans que je coach. J'ai commencé le coaching à Vancouver, au Canada. Il y a de ça, comme je t'ai dit, 7 ans. J'ai fait du coaching privé, un petit peu pour des salles, un petit peu pour moi, pendant 2-3 ans. Ensuite, je me suis mis à mon compte à temps plein pendant à peu près 2 ans. Et il y a de ça maintenant, presque exactement 2 ans, on est revenu en Suisse avec ma femme et notre fils. Et donc, j'ai relancé mon entreprise de coaching ici. Et là, ça fait 1 an maintenant que je suis à mon compte à temps plein à nouveau dans le coaching. Et donc, je partage mon temps entre clients privés, coaching, programmation à distance, le podcast, et puis j'aime bien faire des vidéos aussi pour les réseaux sociaux, pour YouTube. Donc, je m'occupe bien, voilà. Ça fait un bel écho à un épisode que j'avais enregistré avec Airsoviac, justement, qui avait passé une petite année à Vancouver, justement. Mhm. Airsoviac, épisode qui est sorti, que j'ai reçu une deuxième fois. L'épisode est sorti il n'y a pas si longtemps, où ça a donné l'occasion de discuter un peu de comment ça se passe à l'étranger. En tout cas, au Canada, lui, il était donc à Vancouver, sur le coaching, sur le fitness. Je laisse les auditeurs aller écouter. Je crois même que c'est l'épisode qui a explosé tous les compteurs. Il est numéro 1 en termes de... Alors, pas en termes de vues encore, parce qu'au moment où on enregistre, il est pas sorti. Il va sortir très bientôt, là. Mais en termes de longueur, je crois qu'on dépasse les 2h40. Ouais. Et Airsoviac, Axel est quelqu'un de bavard. Et moi aussi. Enfin, moi aussi, j'adore aller loin comme ça. Donc ça me fait penser à ça, à cet épisode que j'avais enregistré avec lui. Alors lui, il a passé moins de temps, donc ça fait un bel écho là de savoir que toi, t'as vraiment construit ton parcours là-bas. Mhm. Euh, comment t'es arrivé là-bas? Parce que t'es né à Vancouver ou pas? Non, t'es pas né à Vancouver, hein, d'accord. Non, je suis né et j'ai grandi ici en Suisse, à Nyon. Ouais. À Nyon même, je suis dans l'appartement où j'ai grandi en fait. Parce qu'en revenant, on est venu habiter avec ma maman. Elle a pris son appartement il y a un petit moment, donc maintenant on a repris l'appartement où j'ai grandi en fait. Ce qui est assez rigolo. Il y a plein de souvenirs, enfin ce dont je me souviens en tout cas parce que ça fait un petit moment. Mais donc ouais, j'ai grandi ici. Après je suis parti en Australie 6 mois parce que j'en avais marre de la Suisse après mon service militaire que j'ai adoré d'ailleurs, mais j'avais juste plus envie d'être en Suisse. Parce que vous êtes obligé de faire le service militaire. Hein. Ouais, obligé, c'est un grand mot. De plus en plus, il y a des façons de se sortir du truc pour ceux qui sont pas intéressés, que ce soit du service civil ou alors tu payes. Il y a différentes options, mais moi j'avais choisi de la faire et j'étais dans les troupes de sauvetage. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé dans l'armée, mais j'avais juste besoin de voir autre chose quand j'ai terminé, d'où mon départ pour l'Australie. Et 6 mois plus tard, retour en Suisse, toujours pas envie d'être là. Et c'est là que j'ai décidé de partir au Canada. Comment t'es parti en Australie Ouais. Avec un petit sac à dos et sans téléphone, sans ordinateur, sans rien. Et
Ok, Et à je suis l'ancienne, parti quoi. à Sydney. À l'ancienne, ouais, j'ai fait du Help Exchange. C'était un site que j'ai trouvé. L'abonnement, c'était 10 francs par année et ça te mettait en relation avec des particuliers qui avaient soit des grandes propriétés, soit une ferme, soit d'autres projets. Et si tu veux, ils t'offraient, la chambre et puis le couvert en échange pour, je crois que c'était à peu près 4 heures de travail par jour. Donc ça te permettait de voyager à moindre coût et de faire plein de trucs différents et Ouais. de voir plein de gens et de choses intéressantes. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois là-bas. J'ai rencontré 2 3 personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, ce qui est toujours sympa. Et ouais, ça m'a bien ouvert les yeux sur les autres options qu'il y avait dans le monde à part le petit coin où j'ai grandi. Et je connais des gens qui ont fait ça aussi, qui sont partis là-bas euh, aller cueillir des trucs comme ça dans des fermes en échange Mhm. de se faire d'être logé, d'être alimenté. Mhm. Euh, Pourquoi 6 mois? Parce qu'en général, Je ça crois que dure. Enfin, je sais pas, les visas ils durent 1 an ou 2 ans, non? je crois même pas que j'avais de visa de travail. Du coup, j'étais en visa temporaire de voyage, si je me souviens bien. Ça me revient pas en tête exactement quels étaient les paramètres, mais je crois que j'avais juste booké mon ticket d'avion 6 mois, enfin ouais, le retour 6 mois après mon départ, ce qui fait que voilà, je suis resté 6 mois. Il y avait pas vraiment de pourquoi ni de comment, et après j'étais rentré en Suisse. Pas du tout. À ce moment-là, t'es dans le sport, t'es pas dans la prépa physique encore. D'ailleurs, t'avais quel âge par rapport à tes études? T'avais l'équivalent du bac en France? Alors j'ai fini l'équivalent du bac, je sais pas, j'ai fini le gymnase ici, qui est ce que tu fais avant d'aller à l'université. Et la grande majorité de ma classe est Ah oui. partie à l'uni, soit dans d'autres études, et du coup moi je suis parti dans autre chose. J'étais déjà dans le sport, je faisais du rugby à ce moment-là, et j'ai pas eu vraiment l'occasion de jouer ou de m'entraîner en Australie. J'ai bien bu, j'ai bien fêté, on va le dire comme ça. Et donc non, mais j'étais pas encore dans le coaching à ce moment-là. Ouais, tu rentres en Suisse et tu te dis, ben en fait, je veux pas rester. Pourquoi? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est une remarque, une mentalité de plus en plus française. Non pas que je pense que tout le monde dénigre la France, mais il y a, tu sais, le fameux French bashing. Et puis ceux qui commencent à voyager, quand ils Mhm. reviennent en France, il y a souvent ce ah non, je me rends compte que je veux absolument pas rester ici. Euh, j'ai rarement entendu ça de la Suisse, où généralement c'est pas considéré comme un pays dont on a envie de partir euh, pour des raisons internes. Non, écoute, je pense que c'était vraiment le fait d'avoir passé 1 an et demi à l'armée. J'ai fait le service long. Soit tu fais 4 mois, puis ensuite chaque année tu y retournes 3 semaines jusqu'à ce que tu aies fini tes jours de service. Soit tu fais tout d'un coup. Moi, j'avais tout fait d'un coup. En plus de ça, j'avais gradé, ce qui voulait dire que j'ai fait plus de jours que un soldat fait 300 jours au total, et j'étais sergent-major chef, et donc j'ai fait 500 jours. Et du coup, j'avais juste pas envie d'être ici. Après, je te cache pas qu'en revenant ici il y a 2 ans, je me rends compte que bah, on a de la chance d'avoir pu revenir ici. C'est un pays qui est absolument extraordinaire. Mais on va dire, le moment dans ma vie où je me trouvais quand je suis revenu en Suisse après mes 6 mois en Australie, c'était pas encore le bon moment pour reprendre racine, on va dire. J'avais besoin de voir un petit peu autre chose encore. Ok. Donc tu décides de partir à Vancouver. Visa, comment tu t'es démerdé là? PVT classique pour le Canada? Ouais, alors les accords sont pas les mêmes entre la Suisse et le Canada, ou la France et le Ah Canada. ouais. Ils ont des accords qui sont assez particuliers, mais je me rappelle que je crois que c'était 3 mois ou 6 mois, sans trop de problèmes, juste pour voyager. Et j'ai trouvé un club de rugby, je m'y suis mis directement, et 2 semaines plus tard, j'ai rencontré ma femme, en fait. Enfin, qui est maintenant ma femme. Et tu t'es marié pour Autre... avoir les papiers, ah, bravo. Alors, ça s'est pas exactement passé comme ça. En gros, je suis resté 3 mois. Ensuite, je suis revenu en Suisse, et j'ai déterminé que la meilleure façon, ou la façon la plus simple pour moi d'y retourner, c'était d'y retourner sur un visa d'étudiant. Donc, je suis reparti. J'ai fait le cours de pré-apprentissage en tuyauterie, en sachant que j'avais fait 1 an et demi de tuyauterie ici en Suisse avant de partir à l'armée. Tuyauterie, c'est quoi? Et pipe fitting, c'est pas plombier, c'est sur du calibre un petit peu plus gros, c'est tout ce qui est commercial, industriel.
Donc tout ce qui est travailler des tuyaux, de la soudure, calculer les angles et toutes ces belles petites choses qui me plaisaient énormément. Donc c'est pour ça que j'avais commencé ce cursus de pré-apprentissage au Canada. Et ensuite, l'objectif était de partir en Alberta où il y avait pas mal d'argent à se faire avec tout ce qui est du pétrole, etc. C'était pas des conditions de travail super chouettes, mais par contre, ça payait bien. Mais entre-temps, on a eu le petit et donc j'avais plus vraiment envie de partir de la maison. Et ce qui fait que j'ai cherché un job en ville. Je voulais pas faire de plomberie, c'était jamais vraiment mon truc, les petits tuyaux dans les maisons. Et donc, à la place de ça, je me suis trouvé un boulot en peintre en bâtiment. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, jusqu'au jour où ma femme me dise que fallait que je commence à me faire payer pour toutes les études que je faisais, enfin études entre grands guillemets. En gros, j'avais découvert le CrossFit en arrivant là-bas. J'avais fait 2-3 cours. J'avais fait ma petite salle à l'extérieur devant la maison. J'aimais beaucoup ça, mais j'avais jamais vraiment eu envie de faire de la compète en CrossFit. Mais du coup, je me suis intéressé à l'haltérophilie et j'ai commencé à faire de la compète donc en Colombie-Britannique en haltérophilie. J'ai fait ça pendant 2 ans et donc je passais facile 9-10 heures à la salle chaque semaine. Quand j'étais dans le bus, je lisais des bouquins. Quand j'étais sur mes échelles en train de peindre, j'écoutais des podcasts. Et donc ouais, c'est ma femme qui m'a convaincu d'arrêter de peindre et de commencer à coacher. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est intéressant parce que t'es pas du tout parti de là-bas dans l'idée de faire une carrière dans ce milieu-là. T'es pas parti au Canada. Là où je pense, enfin une carrière ou en tout cas développer dans ce secteur, là où je pense que Axel, qui peut-être il nous écoute, si c'est le cas, Axel, salut. N'hésite pas à laisser un petit commentaire YouTube. Je sais que de temps en temps il laisse un petit commentaire quand il écoute les épisodes, qu'il les trouve intéressants. Lui, il était parti là-bas. Alors, il est revenu aussi en France, pour le coup. Mais il était parti pour travailler dans le secteur déjà. Il était déjà dans le domaine. Toi, tu t'es découvert là-bas. Je précise que ça y est, maintenant, Alberta, Colombie-Britannique, je sais où ça se trouve. J'avais fait une grave connerie. Non, mais parce que je suis au Canada aussi, sauf que je suis de l'autre côté, je suis au Québec. Donc... Oh, mais c'est grand, c'est un continent. Donc, en même temps, tu vois, c'est énormissime. Et j'ai fait, quand je discutais avec Axel, justement, j'avais confondu... Je pensais que Alberta, c'était la province où se trouvait Vancouver, alors que non, c'est la Colombie-Britannique. Et je n'ai pas coupé ce passage. Où j'ai démontré ma vulnérabilité en géographie, que j'assume totalement. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est réparé. Bon, très bien, bah, tu arrives là-bas, tu rencontres ta femme, tu découvres... Bah déjà, tu découvres le pays. Le CrossFit, tu t'y mets à fond. Et puis, c'est elle qui te dit, c'est marrant ça, hein. Est-ce que derrière chaque grand homme, il n'y a pas une grande femme, comme on dit? Finalement, en tout cas, c'est le cas pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a énormément de passages dans ma vie, depuis que je l'ai rencontré, qui ont été grandement influencés par ses pensées, par ses paroles. Donc, pour moi, c'est clair qu'elle joue une partie intégrante de mon parcours et de mes réussites, ça c'est clair. Comment tu te formes là-bas quand tu décides de te dire bah tiens, allez, pourquoi je me lancerai pas dans le coaching? Parce que entre être un grand passionné et finalement pouvoir travailler, déjà légalement, j'imagine qu'il faut avoir un diplôme. Quelle est la démarche? Comment tu fais? Ouais, écoute, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai cherché en gros la certification qui me permettrait de avoir une assurance, comme tu l'as dit, pour commencer à coacher en bonne et due forme, et j'ai cherché laquelle était la plus reconnue de manière internationale, nationale, etc. Il semblait que c'était le CPT de la NSCA, qui est donc Certified Personal Trainer, et donc la NSCA qui est basée aux États-Unis, mais qui est de renommée internationale, une association de tout ce qui est coaching, etc. Et donc je me suis dit je vais faire ça. Donc j'ai acheté le bouquin, qui est un pavé de, je sais plus, c'était 300 ou 300 pages, je crois. Ou 600, je sais plus. C'était un gros bouquin. Et donc, je l'ai lu 3-4 fois, et 2 mois plus tard, j'ai passé l'examen. C'était marrant, tu devais aller dans un centre de tests certifié. Donc, t'avais des vitres partout, fallait signer ton nom, fallait montrer ton passeport. Et après, t'avais le test qui était assez difficile, le test en ligne. Et il fallait, je sais plus, 75%, 80% pour passer.
Je crois que c'est 84%, quelque chose comme ça. Mais c'était un bon test. C'était un bon challenge quand même. J'ai passé le test et donc j'ai commencé à coacher des amis. Mais attends, excuse-moi, ça Ouais. veut dire que t'as pas eu à faire d'études? Non. En fait, il te suffit de passer l'examen pour prouver que t'es compétent dans le truc, mais t'as pas besoin de faire des études. C'est ça. Alors il y a le cursus où tu vas en classe et tu apprends et tu prends les cours, mais j'ai choisi la voie rapide qui était donc d'acheter le bouquin et de challenger l'examen en fait, sans passer par la case je prends tant d'heures de cours, etc. Et pour quelle En sachant raison certains élèves pourraient choisir de passer par les heures de cours, sachant que ça prend beaucoup plus de temps et que c'est plus fastidieux alors? peut-être ceux avec moins d'expérience ou aucune expérience dans le monde du fitness, de l'entraînement, etc. En sachant que j'avais pas un gros bagage derrière moi, mais j'avais quelques années, depuis que j'étais petit, j'ai toujours fait du sport, que ce soit du foot, du judo ou autre. J'ai trouvé le rugby quand j'avais 17 ans. Je me suis entraîné jusqu'à 21, 22. Et puis, au travers du CrossFit, au travers de l'haltérophilie, comme je t'ai dit, je lisais énormément de bouquins axés sur l'entraînement. J'écoutais des podcasts aussi, donc je me suis un petit peu quand même assez autodidacte dans ce sens-là. Pour moi, l'examen, c'était vraiment l'étape à franchir pour pouvoir coacher. C'est pas, loin de là, c'est pas dans ce bouquin-là que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui, ça c'est clair. Ok, bon, ben, tu t'es mis à coacher. T'as pas pu faire à ce moment-là. En fait, t'as fait tes premières armes de coaching à l'anglo-saxonne, finalement. C'est après, quand t'es revenu, que t'as peut-être vu des différences ou que t'as dû adapter quand t'es revenu en Europe, en Suisse. Ouais, j'avais aucune notion de ce qui se faisait en termes de coaching ici en Suisse ou en France voisine. Donc c'était intéressant en revenant il y a 2 ans de commencer et vraiment pendant la première année de mon retour, j'étais très très occupé entre un petit peu de coaching, la prépa physique avec le club du rugby local et aussi j'avais un job à côté pour arrondir les fins de mois et donc j'étais très très occupé. C'est vraiment cette dernière année que j'ai commencé à connaître un petit peu la scène française du tout ce qui est fitness, sport, performance, CrossFit. Donc je connaissais vraiment pas du tout en fait. Il me manquait une chier de vocabulaire aussi. Et c'est ce que tu m'avais dit. J'ai dû apprendre tout ça en français vu que j'avais tout appris en anglais. Il y a plein de mots que je disais faux et que je dis certainement encore faux aujourd'hui en français. Donc pour ceux qui écoutent, n'hésitez jamais à me corriger. Je peux toujours m'améliorer dans ce domaine-là. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation, surtout sur le côté vocabulaire, orthographe, mais j'arrive gentiment à maturité là-dedans, je pense. Bon, alors comment ça se passe tes premiers coachings là-bas? Tu rentres dans une salle de sport. Le modèle, il ressemble à celui français. Tu as une rétribution sur chaque coaché dans la salle dans laquelle tu travailles? Ouais, alors ça dépend vraiment des salles en fait. Il y a des formats différents. Il y en a qui te payent à l'heure pour être là. Il y en a qui te payent juste certaines heures où tu coaches. Enfin, je suis passé par trois salles différentes quand j'étais à Vancouver, donc j'ai pu voir quelques modèles différents. J'ai toujours eu mes clients à moi que j'ai coachés dans une salle où je louais du temps, si on veut le dire comme ça. Et après, pendant, comme je t'ai dit, 3 ans à peu près, j'ai bossé avec mes clients et aussi avec pour une salle ou plusieurs salles à certains moments. Donc ça dépend vraiment du contexte. Il y en a qui te donnent un bonus quand tu signes un client dans la salle. Il y en a qui te paient un pourcentage des séances que les clients achètent en avance. Pour d'autres, c'est fixe par heure et c'est très très variable. Donc et honnêtement, je connais pas du tout le modèle français et personnellement, depuis que je suis revenu ici en Suisse, j'ai pas coaché dans une salle pour quelqu'un d'autre. J'ai fait quelques remplacements chez David qui tient Basics Fitness ici, pas loin de Nyon, qui est une super salle d'entraînement. Mais à part ça, j'ai pas vraiment travaillé pour une salle ici. Donc honnêtement, j'ai pas vraiment de référence. Est-ce que là-bas, tu fais de la... J'aimerais quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur la préparation physique. J'en avais parlé au début assez longuement, notamment avec Aurélien Broussal, avec Olivier Paulier, avec Didier Ress, qui sont un peu les champs de la préparation physique. C'est clair. En francophonie en tout cas. Donc je parle beaucoup moins de préparation physique ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait quand même rappeler
ce que c'est que la préparation physique, en quoi elle diffère du coach classique, le coach qui te fait perdre enfin, comme on l'entend, hein, celui qui te fait perdre du poids ou celui qui te fait te remettre en forme, entre guillemets, dans une salle de sport. C'est quoi la différence et comment t'en es venu à ce côté préparation physique plus que coaching? Je pense que c'est une bonne question. Pour certains, ça peut se recroiser un petit peu suivant le contexte. Je pense que pour moi, la préparation physique, c'est vraiment dès le moment où il y a un objectif de performance sportive, on peut commencer à appeler ça de la préparation physique. Donc même si je pense que pour moi, même un coach sportif qui coach des particuliers, si une de ces personnes a un objectif de performance sportive qui voudrait atteindre, à partir de là, ce que tu fais, c'est de la préparation physique. Donc je pense que le terme de préparateur physique, tout le monde pourrait techniquement s'appeler préparateur physique si tu travailles avec des athlètes qui ont des objectifs de performance. Donc je l'envisage comme ça. Après, je pense qu'il y a d'autres façons de voir la chose. Comment j'y suis arrivé, c'est très simplement au travers du club dans lequel j'ai joué ici, le club de rugby du Rugby Club de Nyon. Et en revenant, le président m'a contacté, le président avec qui je jouais à l'époque. Et il m'a contacté, il a dit écoute, on cherche quelqu'un en prépa physique, est-ce que tu pourrais nous aider? Et donc c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans ce monde-là. Ah, d'accord, t'as pas fait enfin, après tu t'as étudié un peu derrière, mais t'as pas fait une formation particulière pour devenir préparateur physique. Mais de toute façon, je renvoie à l'épisode, c'était avec Julien Volant, hein, où on avait discuté de tout ça, toutes les formations qu'il existait en France pour être coach, entre STAPS, entre BPGEPS, entre les formations un petit peu plus privées, tout ça. C'est un peu, ça peut paraître encore un peu flou pour certains. L'épisode Julien Volant, c'est le premier. Il était venu 2 fois, Julien. C'était le premier épisode. C'est dans les 10 ou 15 premiers, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais savoir? Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a une façon différente là-bas d'appréhender la préparation physique, ou en tout cas la performance physique, l'amélioration de la condition, par rapport à ce que tu as vu en Europe plus récemment? C'est quoi Est-ce que là-bas, ils sont plus en forme? Est-ce qu'il y a des techniques miracles pour qu'ils soient plus en forme ou pas? Je pense qu'il y a de manière générale, il y a une démocratisation de l'entraînement, de renforcement musculaire, de travail hypertrophique et ces choses-là, c'est beaucoup plus, on va dire, normal en Amérique du Nord que ça ne l'est encore ici. Je pense qu'il y a encore énormément de mythes qui tournent autour de ça, que ce soit en Suisse ou en France voisine. Des gens qui veulent pas faire certains types d'entraînement parce que ça va, je sais pas, ça va faire que leurs enfants ils grandissent plus ou des choses comme ça. Les mythes, j'ai l'impression que ces mythes sont de plus en plus cassés. Et c'est vrai qu'il y a encore 10 ans en arrière, il va y avoir des problèmes de tendons, il va y avoir des problèmes de taille, tout ça. Là, c'est de moins en moins quand même, j'ai l'impression. Même en salle de sport, les gamins de 16 ans, ils peuvent commencer à s'entraîner. Oui, mais il y a encore quand même une grosse retenue là-dessus. Et en tout cas, je pense que c'est encore assez mal compris. Il faudrait un peu plus d'éducation autour des bienfaits pas des charges maximales à 13 ans. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire pour que quand le gamin, si c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui est dans un centre de développement, enfin, c'est clair que les jeunes, ils apprennent à bien bouger dès le plus jeune âge, pour que quand ils arrivent à maturité physique et physiologique, on puisse commencer à appuyer un petit peu, à mettre pied au plancher et puis faire en sorte que les gamins progressent, quoi. Mais pour ça, il faut une base. Tu peux pas juste faire des pompes et puis des squats avec un élastique jusqu'à 15 ans et puis après enchaîner avec des back squats à double poids de corps, quoi. Je pense qu'il y a un entre-deux, mais il est encore trop mal compris à mon avis. Encore une fois, c'est une généralisation parce qu'il y a énormément de gens qui le font très très bien, mais il y a encore une grande partie de la population, surtout on va dire la population qui est pas nécessairement très sportive ou pas très éduquée dans ce qui est du monde du sport, qui pense encore que voilà, c'est dangereux, faut faire attention, mais je pense que cette peur vient vraiment d'un manque de compréhension plus que de mauvaise foi ou autre chose. D'où tu penses que ça vient, cette histoire de le sport diminue la croissance, enfin en tout cas peut retarder la croissance ou peut entraver la croissance quand on est jeune?
Si je me trompe pas, j'ai peut-être tort là-dessus, mais si je me souviens bien, ça venait en gros, des études qui avaient été faites je sais même pas si c'était des études ou des anecdotes qui sortaient de l'URSS et où en gros les gamins étaient chargés comme des mulets. Et là, c'est clair que quand tu commences à introduire des hormones de croissance et des choses comme ça à un jeune âge, tu vas avoir un certain effet sur la croissance. Si je me souviens bien, ça partait de ça. Et donc après, le raccourci très simple, c'est que si tu lèves des poids, ben tu vas pas grandir. Mais donc il me semble que c'était ça, c'était les stéroïdes, c'était tout ce qui est des petits compléments que certaines nations aimaient bien utiliser avec même les jeunes à l'époque. Donc je crois que ça vient de là, mais honnêtement je suis pas très sûr. Ok, parce que quand on y pense, quand on est en pleine croissance, au contraire, si on prend un petit peu de recul, on s'amuse, là, on essaie de théoriser, enfin pas théoriser, mais on essaie de creuser le truc pour les plus intéressés. Quand on y pense, un os, quand il est dans sa phase de croissance, en fait, c'est entre la partie milieu de l'os et puis la fin de l'os, en gros, que c'est là où il y a le plus de potentiel de croissance. Le cartilage de conjugaison, je crois que ça s'appelle, c'est ça qui grandit. Je demande à tout le monde d'aller vérifier ces informations, évidemment. On ne prend pas au mot tout ce que je dis, c'est des trucs que j'ai vus il y a longtemps. Mais en fait, sachant que si on prend le processus de l'adaptation, c'est-à-dire que le corps s'adapte à ce qu'on lui donne, je pense que mettre une contrainte, ou en tout cas une contrainte mécanique, et sur un os, sur un cartilage à ce moment-là, peut davantage l'aider à se renforcer, à se développer, plutôt qu'à s'arrêter. Ou alors, on peut voir les choses différemment. On peut se dire, bah tiens, si on met trop de contraintes sur le cartilage de conjugaison, il va se solidifier plus vite, donc il va perdre sa capacité de croissance. Ouais, honnêtement, je serais intéressé d'avoir la réponse à cette question parce que j'aimerais bien avoir la bonne info à partager quand les gens me posent cette question-là. Je pense, comme tu l'as dit, ça peut aller dans les deux sens, mais encore une fois, je pense que, en tout cas, personnellement, l'approche que j'ai avec les jeunes, c'est que il faut leur donner les clés pour bien bouger, pour avoir la base la plus large possible de potentiel de mouvement et d'options et de connaissance de soi et de son corps pour que, voilà, le moment venu, on puisse vraiment attaquer les choses sérieuses et faire en sorte qu'ils perdent pas de temps, si on veut, dans leur développement. Mais encore une fois, voilà, c'est toujours individuel, ça dépend toujours du sport et ça dépend d'énormément de facteurs, mais ouais, je pense qu'il y a encore un grand stigma de ce côté-là, malheureusement. Donc il faut continuer à éduquer les gens, il faut continuer à expliquer pourquoi et surtout comment on le fait bien et comment ne pas le faire, bien sûr. Comment concrètement tu t'y prends, toi par exemple, si tu as un jeune de 16 ans qui vient te voir ou qui te contacte ou qui vient directement te voir pour un coaching, pour un suivi, quoi. Il te dit, bon voilà, moi j'ai envie d'être soit meilleur dans mon sport, soit... Ouais, c'est un rugby. Tu travailles toujours pour l'équipe de rugby là, en ce moment? Ouais, je travaille avec l'équipe. Bon, là en ce moment, il se passe rien malheureusement parce que la situation. Voilà, la situation, la confédération a mis un petit peu la clé sous la porte à tout ce qui est des sports de contact pour le moment. Donc on est en attente. Je travaille aussi avec l'Académie nationale suisse donc les juniors, les U14 à U18. Donc je leur fais leur programmation actuellement à distance vu qu'on peut pas s'entraîner. Donc comment je... Ouais, bah justement, voilà, bon exemple. Ouais. Comment tu t'y prends concrètement pour cet effet progressif, quoi? Bah, tu commences avec des choses qui sont plus simples, moins lourdes, plus lentes, et tu progresses gentiment vers des choses qui sont plus complexes, plus lourdes et plus rapides. C'est pour faire très très simple, ça va être la progression, et ensuite comment appliquer ça de manière pratique. J'essaie pas, j'ai pris, on va dire, cette catégorisation d'autres gens qui ont fait beaucoup plus d'études que moi et de recherches que moi dans le domaine, et si tu veux, j'essaie de casser, on va dire, toutes les compétences physiques dans les suivantes, tout ce qui est vitesse, sprint, changement de direction, ensuite tout ce qui est explosif, donc pliométrie, ensuite tout ce qui est plus côté puissance, donc saut lesté,
Ensuite, on a tout ce qui est renforcement musculaire pur et dur. Après, on a tout ce qui est accessoires, hypertrophie, prévention, etc. Ensuite, on a tout ce qui est conditionnement, endurance, cardio, etc. Et finalement, pour le rugby, très très important, préparation au contact. Je pense que là, on peut jouer un rôle important en tant que préparateur physique. Pas pour leur apprendre à faire des plaquages et des choses comme ça, parce que ça, c'est du ressort du coach technique-tactique, du coach du sport en lui-même. Mais par contre, comment amener les joueurs à ce qu'ils soient prêts à répondre aux contraintes du jeu, c'est ça notre boulot en fait en tant que préparateur physique. Ou à en mettre de manière préférentielle. Ouais. Donc voilà, en gros, je segmente ces différentes composantes physiques, et après, en suivant les 3 points que j'ai mentionnés avant, du simple au complexe, du lent au rapide et du léger au lourd, on va gentiment progresser comme ça dans chaque domaine. Sur le 14 ans, 18 ans, est-ce qu'il y a une caractéristique physique où tu as remarqué qu'il y avait la plus grande marge de progression? C'est toujours personnel, j'imagine, mais toi, les grandes tendances, tu as remarqué qu'un jeune, il peut plus progresser en cardio, plus progresser en muscle, en force? Honnêtement, j'ai pas passé assez de temps avec assez de jeunes pour pouvoir voir les tendances sur le long terme, en sachant que le travail que j'ai fait avec Nyon, je travaille principalement avec l'équipe senior. On n'a même pas accès à une salle de muscu. Donc, on fait tout sur le terrain. Avec les jeunes de Nyon, avec qui j'ai travaillé aussi, on avait accès à une salle de muscu 1 fois par semaine, et donc 2 fois par semaine en saison. Donc j'encadrais les jeunes dans ce cadre-là, mais voilà, j'avais une petite poignée de jeunes, et là on se concentrait vraiment sur tout ce qui est du renforcement assez simple, juste pour leur donner les bonnes bases. En général, c'était ils avaient entre 16 ans et 18 ans. Et donc là, c'était vraiment les bases qu'on leur donnait. Comme je t'ai dit, j'ai pas passé assez de temps et j'ai pas collecté assez de données sur les jeunes pour dire telle qualité progresse plus vite. Je pense qu'à cet âge-là, ils ont besoin de tout apprendre encore. Ça dépend toujours d'où ils viennent. Tu vois, si tu m'envoies un jeune qui a passé 4-5 ans dans un centre de développement, il va avoir des bases quand même super solides dans toutes ces compétences-là. Mais c'est vrai qu'un jeune qui a juste fait du rugby et qui avait peut-être un coach qui n'était pas axé sur tous les éléments de préparation physique, il va devoir apprendre à courir, à mettre un pied devant l'autre, il va devoir apprendre à sauter, il va devoir apprendre à pousser, à se gainer, à faire un squat, à faire une traction, à faire une pompe sans que ses hanches touchent le sol, quand il est en haut de la pompe, bien sûr. Il va devoir apprendre à respirer, à courir. Donc, je pense les jeunes en général avec lesquels moi je travaille, ils ont énormément à apprendre, et ils ont envie aussi d'apprendre. Donc, il faut essayer de trouver les bonnes cartes à jouer pour qu'ils continuent d'avoir envie d'apprendre et de progresser. Et je pense que je me réjouis de voir ce qui se passe dans les mois et les années qui viennent. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu tout en stand-by, vu qu'on peut pas vraiment les voir en personne. C'est difficile de vraiment quantifier les progrès et voir ce qui se passe. Bon. 2018, tu reviens à Nyon, hein 2018, tu m'as dit. 2019, février 2019, donc il y a 2 ans de ça. Putain, on est déjà en 2021, ouais, c'est vrai. Non, mais parce que je faisais je me croyais en plein 2020. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu reviens? Parce que moi, je serais le premier à me dire, a priori, il est à Vancouver. En plus, bon, c'est quand même considéré comme une des plus belles villes du Canada, puisqu'il y a la température est apparemment assez agréable toute l'année. Sauf s'il pleut un peu dégueulassement, hein, peut-être automne-hiver, mais il y a la plage, il y a aussi la montagne, c'est super beau. Tu développes tes premières compétences dans la prépa physique, dans le coaching. Pourquoi revenir en Europe? Alors, à savoir que ma femme a 3 enfants, avec le nôtre, 2 enfants plus âgés, et ils étaient à ce moment-là encore à Vancouver. Et on n'avait jamais vraiment voulu rester à Vancouver. On n'aimait pas vraiment la ville, en fait. Alors oui, c'est une très belle ville et c'est chouette, mais écoute, il pleut 9 mois de l'année. Donc les gens qui y vont en été ou en hiver soit ils y vont en été, il fait beau pendant 2 mois et c'est super, il fait chaud et c'est la fête. Soit il vas en hiver pour aller skier à Whistler, qui est un domaine absolument incroyable,
Mais entre les deux, il y a pas grand-chose de chouette qui se passe au niveau température et au niveau météo. Et donc d'y vivre, c'est pas nécessairement c'est pas la même chose que d'y aller en vacances. Et donc on n'a jamais vraiment aimé cette grande ville. Ma femme vient d'une petite ville sur l'île de Vancouver. Et donc, quand les enfants sont partis de la ville avec leur papa, en gros, on a décidé de partir aussi, et c'est ce qui nous a poussé à revenir ici en Suisse, avec le projet à long terme de pouvoir les accueillir eux ici s'ils souhaitent aller à l'université, parce qu'on sait qu'en Amérique du Nord, ça coûte un petit peu les yeux de la tête de faire des études, donc ça peut leur donner une option intéressante. Et puis voilà, c'était aussi retrouver ma famille, ma mère elle est ici, mon frère il est pas loin. Donc c'était une opportunité de revenir et de retrouver des bonnes bases pour repartir. Ok. Je voulais te demander aussi, quand t'es arrivé, t'as dû reconstruire tout depuis le... Pardon. T'as dû construire tout depuis le début. Bon, mis à part que t'avais de la famille, t'avais des amis, mais sinon, en fait, comme t'avais jamais été en Suisse jusqu'à présent, en étant dans le milieu du sport, en tout cas professionnellement, t'avais pas de contact particulier, t'as dû tout refaire, quoi. Ou pas loin de ça, ouais. J'avais 2-3 contacts quand même, des gens qui me suivaient sur les réseaux de ce que je faisais au Canada, donc ils savaient que j'étais coach. Comme je t'ai dit, il y a David Rivera qui tient la salle Basics Fitness ici à Vic, qui est juste à côté de là où j'habite, qui a une super salle, et donc assez rapidement quand je suis revenu, il m'a proposé de collaborer, et donc j'ai commencé à coacher mes clients dans sa salle là-bas, et on collabore encore aujourd'hui sur plein de choses. Donc c'est super de pouvoir bosser avec un mec comme lui qui est très très compétent dans énormément de domaines, que ce soit dans le coaching, l'entrepreneuriat, l'entraînement, lui-même aussi athlète accompli, champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Donc c'est vraiment un grand plaisir et un honneur de pouvoir bosser avec quelqu'un comme ça ici. Donc j'ai eu de la chance sur ce côté-là. J'ai intégré le club de rugby de nouveau, pas en tant que joueur cette fois-ci, mais en tant que coach. Donc ça, c'était aussi c'était intéressant. Et après, j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin pour tout ce qui est coaching, trouver mes clients ici. Donc le démarrage a pris pas mal de temps, c'est sûr. Combien ? C'est toujours difficile quand tu repars. Ben écoute, je suis arrivé en février 2019, j'ai commencé à temps plein en coaching en février 2020, et je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça m'a bien pris 6, 7, 8 mois pour avoir des bases solides sur lesquelles travailler, quoi. Et tu vois, ça remet en perspective aussi pas mal de choses, parce que le milieu du coaching, des milieux saturés, tout ça, bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans quelques épisodes. Je pense que le milieu du coaching n'est pas le seul milieu où ça commence à être saturé, où faut un petit peu se battre pour faire sa place. D'ailleurs, on en avait discuté sur ton podcast Upside Strength, que j'ai bien prononcé, j'espère. Magnifique. On en avait discuté parce que tu m'avais notamment demandé un peu comment ça s'était passé quand je suis arrivé ici, comme je suis ostéopathe. Quand je suis arrivé à Montréal, il a fallu que je m'installe, et il a fallu que je me fasse tout un petit peu depuis le début. Donc, c'est bien, ça renvoie un peu le truc inverse, à te se dire, bon, moi, ça a pris... je pense que ça a pris un bon... ouais, 1 an et demi, tu vois. Moi, je dirais 1 an et demi, 2 ans, avant que ça roule bien, avant que ça roule même bien, et que j'ai plus réellement de soucis à me faire sur le développement de mon activité présentielle, j'entends, c'est-à-dire sur les consultations cliniques... en clinique, quoi. Et donc je pense que ça a pris un peu plus de temps que toi. Toi, t'as l'air de... Alors bon, peut-être que tu connaissais aussi, donc t'as eu la chance d'avoir quelqu'un qui t'a un petit peu mis un starter, mais je sais à quel point c'est difficile donc de démarrer de zéro. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que, à part ce que tu nous as raconté là, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour essayer de te faire connaître, pour essayer d'avoir des clients, pour essayer d'avoir... On dit clients en préparation physique et en coaching, ouais. Là où en ostéo, on dit client aussi, mais les gens préfèrent qu'on dise patient parce que ça fait moins business. Bon. Ouais, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as fait un site web, tu as fait de la pub. Est-ce que vous avez le droit de faire de la pub? Comment tu t'en es sorti? Est-ce qu'on peut inspirer là s'il y a des coachs qui nous écoutent et qui veulent faire leur trou? J'ai refait mon site web. Je l'ai recommencé, j'en avais un au Canada. Je l'ai recommencé de zéro.
parce que en sachant que le référencement local, il est influencé par le serveur sur lequel se trouve ton site web, où tu l'héberges. Et donc le mien était hébergé avant au Canada, donc j'ai repris un hébergement suisse, j'ai recommencé mon site web. J'ai fait pas mal de boulot dans tout ce qui est marketing et référencement, que ce soit local ou SEO, des choses comme ça. Donc j'ai fait ça dès le départ, parce que en sachant que ça prend du temps le référencement et à se mettre en place, à être trouvé, etc. Donc j'ai commencé ça dès le départ. C'est la première chose que j'ai fait. Quand tu dis le référencement, c'est que tu as écrit des articles sur ton site ou tu as optimisé des pages, tu as confié cette mission à une agence ou comment t'as... Non, j'ai fait moi-même parce que justement, comme je l'avais déjà fait dans le passé pour une autre entreprise qu'on a montée au Canada avec ma femme. Et donc, c'est moi qui me suis occupé de tout ce qui est marketing. J'ai vraiment plongé là-dedans avec les deux pieds, on va dire, et je suis allé assez loin. Donc, je comprends bien comment ça marche. Et donc, j'ai pu faire mon propre référencement. Donc, j'ai optimisé tout mon site pour faire en sorte que les gens me trouvent, tout simplement. En anglais et en français. Donc, j'ai fait le site en 2 langues, vu que je suis bilingue et qu'il y a une grosse partie de la population, enfin grosse partie, il y a une partie importante de la population ici sur la côte en tout cas qui est anglophone, qui compose d'ailleurs la majorité de mes clients aujourd'hui. Et donc ça c'est quelque chose qui m'apporte des nouveaux clients presque, enfin en continu. Je veux dire que 80% des clients que j'ai aujourd'hui en privé, c'est des gens qui m'ont trouvé grâce à mon site internet. Genre qui ont tapé des mots-clés sur Google qui ont tapé Personal Trainer Nyon et je suis dans le top 3. J'ai fait en sorte d'avoir une belle présence sur Google My Business. Donc pour ceux qui savent pas, tu vas sur google.com ou .fr suivant où tu te trouves et tu crées un compte Google My Business. Et ça te permet d'avoir donc un référencement directement sur Google. Il y a des façons d'optimiser ton site en relation avec ta page Google My Business. Tu trouves ça sur YouTube. C'est assez simple à faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est simple une fois que tu as les instructions. Et ensuite, tu fais en sorte d'avoir beaucoup de témoignages de tes clients avec qui tu travailles sur ta page, parce que ça, c'est une chose qui est absolument certaine. Je pense qu'il suffit de penser à soi-même quand on va chercher un nouveau service localement et qu'on regarde les 3 premiers qui sont notés sur la carte. En général, si on cherche de manière locale, si t'en as 2 qui ont genre 1 ou 2 témoignages et un autre qui en a 30 et puis que c'est 5 étoiles, tu vas pas réfléchir très longtemps avant de cliquer sur celui qui a le plus de référencement de haute qualité. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai demandé aux clients avec qui j'avais travaillé au Canada en sachant que tu peux pas transférer ta page Google My Business d'un pays à l'autre. Donc, j'ai dû la recommencer de zéro, pareil. Oui, c'est considéré comme un nouvel établissement, quoi. Et donc, voilà, exactement, c'est ça. Et donc, j'ai demandé à mes clients avec qui j'avais travaillé au Canada de me laisser un commentaire ou même de faire un copier-coller du commentaire qu'ils m'avaient fait sur ma page canadienne, tout simplement. Donc, pour commencer à avoir des retours. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. J'ai pas un rappel dans mon agenda, mais après 2 ou 3 mois de travail avec quelqu'un, après une bonne séance, toujours bien sûr, tu demandes à ton client de te laisser un commentaire, tu lui envoies le lien et tu fais en sorte que ça se fasse, parce que c'est énorme en termes de valeur ce que ça apporte. Le fait que d'autres gens valident ce que toi tu fais, ça donne une confiance aux gens qui vont t'approcher. C'est la moitié du travail qui est déjà fait, quoi. Ouais, c'est la preuve sociale. C'est ça, la preuve sociale. Je recommande d'ailleurs de tous coach, préparateur physique, ostéo, alors kiné, je sais pas par contre, parce que je m'engage pas pour kiné, mais en tout cas toutes les professions libérales, kiné aussi finalement, mais j'imagine qu'ils ont le droit de créer leur. Mais oui, ils peuvent créer leur Google My Business. C'est de le faire le plus tôt possible en fait, parce qu'il y a un élément essentiel, c'est la longévité, à savoir plus ça fait longtemps. Et Google met en avant donc ceux qui ont de bons commentaires, mais aussi met en avant ceux qui sont là depuis longtemps. Donc moi je me souviens, alors peut-être que les algorithmes ont changé depuis, mais il y a 3 ans maintenant, lorsque je suis arrivé, je l'ai créé avant de commencer à apparaître. C'est vrai que je me suis très peu
me suis très peu occupé des évaluations parce que comme j'étais pas toujours dans le même endroit, j'étais pas tout le temps aux mêmes endroits non plus. C'est pas un truc dont j'ai mis beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, avant de commencer à apparaître, c'est vrai que ça a mis un peu de temps parce que Google, il aime bien que l'établissement, il ait fait un petit peu, il ait fait ses preuves en termes de longévité, que ça soit pas juste un truc qui est créé et puis qui s'est au bout de 6 mois a arrêté et puis a été supprimé. Donc c'est au bout d'un an que j'ai commencé à apparaître pas mal sur Google My Business. Mais c'est vrai que c'est bien pour les recherches locales. Ouais, très important. D'accord, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as, site web, Google My Business, qu'est-ce que tu as essayé de faire d'autre, hein? Ben, dès le moment où j'ai eu un petit peu plus de temps, parce que comme je t'ai dit, j'avais des très 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 grosses semaines quand j'ai fait la transition sur la première année, donc j'ai pas vraiment pu me consacrer autant que je le voulais à la production de contenu en ligne. Mais c'est clair que dès que j'ai attaqué à temps plein, ben en gros, j'ai pris un petit peu l'approche de Gary Vaynerchuk, pour ceux qui connaissent, qui est dans le marketing digital. En gros, je me suis transformé en une maison d'édition, de publication, en gros une entreprise média / coaching. Et donc toutes les heures que je passe pas à coacher, ce qui était la majorité de la journée, ben au début, toutes les heures que j'ai à disposition, je les mets en faveur de la production de contenu, que ce soit vidéo, audio ou autre, pour faire en sorte que les gens sachent qui je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux leur apporter, très simplement. Et donc ça fait maintenant 1 an que je fais ça chaque jour presque. J'ai lancé le podcast, donc il y a on va y revenir sur le podcast. Ouais, j'ai lancé le podcast il y a un peu plus d'1 an. J'ai commencé à vraiment documenter ce que je faisais en termes de préparation physique. Et ce qui est super intéressant, c'est que maintenant j'utilise ma production de contenu comme opportunité de réflexion, comme opportunité d'avoir des retours critiques sur ma façon de voir les choses et de les structurer et d'y penser. Donc tout ce que j'essaie de transmettre ou j'essaie de communiquer sur les réseaux, c'est vraiment dans une approche plus de construction pour moi-même et pour les autres aussi. Je pense que c'est au travers des échanges qu'on évolue tous. Et moi, ça me fait énormément avancer d'essayer de structurer ma pensée, d'essayer d'apporter des choses concrètes, d'essayer d'expliquer pourquoi je fais ça et pas quelque chose d'autre. Et donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que je produis un maximum de contenu chaque jour pour communiquer ce que je fais, potentiellement aider d'autres coachs aussi à avancer s'ils sont coincés ou s'ils sont à une étape précédente dans leur développement. S'il y a quelque chose que je peux leur apporter, je pense que je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit avant, la saturation du marché. À mon avis, on en est très, 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 très loin. En fait, c'est simplement que les gens, ils savent pas à quel point ça peut leur changer la vie de travailler avec quelqu'un qui leur permet de mieux bouger, se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de jouer avec leurs enfants, de pouvoir performer dans leur sport de prédilection. Je veux dire, c'est tout des choses qui apportent énormément aux gens. Mais je pense que encore, et surtout en Europe, c'est pas encore complètement connu ou accepté et courant. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de trajets à faire de ce côté-là, d'éducation, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Et jusqu'à ce moment-là, il y aura toujours de la place pour du monde. Il faut simplement que les gens sachent que tu existes. Si tu fais ton truc dans ton coin et que je pense même qu'aujourd'hui un site web, t'en as pas. Oui, je pense que tu en as besoin si tu veux faire les choses bien et tu veux être référencé, etc. Mais je pense que tu peux commencer avec très très peu. Mais malgré ça, si t'es nulle part sur les réseaux, si personne ne sait ce que tu fais, eh ben ils vont avoir beaucoup de peine à venir te chercher, à t'engager pour tes services. Bah, si, tu as raison. Si personne sait que tu existes, personne risque de venir te voir puisque par définition ils savent pas que tu existes. Exactement. Est-ce que tu penses que d'avoir été formé à l'étranger t'aide à être plus crédible, avoir une crédibilité un petit peu différente par rapport à ce que tes collègues ou tes concurrents entre guillemets pourraient proposer? Est-ce que, alors d'un point de vue communication, mais aussi d'un point de vue formation technique, est-ce que tu penses vraiment avoir une plus-value du fait d'avoir été formé au Canada? Enfin, formé. Je pense pas. Ouais, bah voilà, c'est ça. Je pense pas. Et crédibilité, je pense que la crédibilité, elle vient du travail que tu fais, du service que tu fournis, pas d'où tu viens et de quelle lettre tu as après ton nom et de choses comme ça. Je veux dire, comme tu l'as relevé au début, j'ai lu un bouquin, j'ai passé un examen.
J'ai pas de master, j'ai pas de doctorat, j'ai pas fait d'études, je suis pas allé à l'université. Beaucoup de monde avec qui je converse récemment, ils ont tous fait leur études en STAPS, ou ils ont fait un master, ou ils ont fait leur doctorat. J'ai rien de tout ça en fait. J'ai tout appris sur le tas. J'ai tout appris dans mon propre temps. Ouais. Ouais, non, excuse-moi, mais quand t'es arrivé en Suisse, donc 2019, quand tu redébarques ici, on te demande pas de passer un équivalent, on te demande pas, parce que je sais que la France, tu peux pas être coach dans une salle si t'as pas le BPGEPS. Ouais. Non, en Suisse, c'est différent. Il n'y a pas de prérequis, on va dire national, ou qui est le même sur tout le pays. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un ami qui travaille dans les assurances, et j'ai dit est-ce que ma certification est reconnue comme étant valable pour être assuré en tant que coach sportif. Voilà. Et à partir du moment où elle l'était, j'ai pu commencer à pratiquer en étant assuré, et donc c'est vraiment là où j'ai recommencé, quoi. Ok, ça me fait penser un petit peu aussi au parcours, certains parcours de The Rob, très peu connu actuellement. Je rigole quand je dis ça. Je sais pas si tu le connais, The Rob, Non. Rob Transformer, qui fait des vidéos, qui parle beaucoup de stéroïdes et de produits dopants sur YouTube. Okay. C'est ça qui le fait exploser là ces derniers temps. Tu pourrais aller regarder The Rob Transformer. Et je l'ai eu sur le podcast, on a fait un super épisode qui, je dois l'admettre, je ne sais pas si l'épisode sera sorti avant celui-là, ou il sortira après. J'ai pas encore vu la chronologie de la publication des épisodes. Mais c'est un peu son parcours aussi, où finalement il a beaucoup appris sur le tas. Il n'a pas passé les diplômes classiques ou les trucs dont on devrait passer en quelque sorte. Ça ne l'a pas empêché de fonder ses suivis, de fonder je sais pas si on peut dire sa façon de faire, mais en tout cas il a créé son entreprise, il a créé sa marque, la marque de Rob Transformer. Je laisse tout le monde aller découvrir son parcours, parce qu'il est assez incroyable, et puis il a un franc-parler qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, moi c'est des personnes qui sont clivantes, passionnées, passionnantes. Ouais. Donc The Rob, je suis pas certain qu'il nous écoute, mais si c'est le cas, je te passe un petit coucou. Donc c'était pour faire le petit parallèle avec lui. Je voulais savoir aussi, parce que ça t'a pas forcément donné une grande avance d'avoir été à l'étranger, ou parce que tu t'es formé beaucoup par toi-même, on a compris. Mais est-ce que tu as une façon de faire particulière? Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi, tu vois, en tant que coach, en tant que préparateur? Pourquoi ils te choisissent toi plutôt qu'un autre? Si on enlève le côté bouche à oreille, on enlève le côté recommandation, est-ce que tu as une spécialité, une façon de faire? Je pense pas avoir une spécialité. Je pense avoir une approche qui est assez pragmatique, et du fait de peut-être mon manque d'éducation formelle dans le domaine, je pense ne pas être autant biaisé par certaines anciennes idées ou certains mythes qui sont encore, on va dire, qui ont encore un impact sur les coachs de manière générale, et certains certains cursus éducationnels pour les coachs. Donc je pense que je suis parti avec vraiment avec une carte blanche, quoi, avec une page vierge, plutôt que d'avoir un modèle préformaté qui m'était transmis d'un certain cursus. Donc je pense que je le considère comme un avantage aujourd'hui, le fait de pas avoir cette formation formelle, on va dire, et d'avoir dû simplement apprendre en lisant différentes choses, en écoutant différentes personnes parler, en regardant ce qui tient et ce qui tient pas de manière concrète et pratique, et même des fois théorique, quand tu mets deux idées l'une face à l'autre et que tu raisonnes de manière intellectuellement honnête, tu arrives en général à déterminer laquelle des deux sera la plus correcte ou la plus juste dans ce contexte. Je pense qu'il y a encore pas mal pas d'idées reçues, mais il y a pas mal de coachs qui s'associent encore à soit des méthodes, à certaines pratiques, à certains exercices. Et j'essaye le plus possible de me détacher de tout ça et de vraiment regarder l'athlète, la personne. Est-ce que tu as des exemples en particulier là d'exercices dont tu essaies de t'échapper?
Par exemple, l'haltérophilie. Je veux dire, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant 2 ans. J'ai donné énormément de temps à étudier la question. Et aujourd'hui, c'est des exercices que j'utilise extrêmement peu. Tu te fais pas taper sur les doigts? C'est une question, hein, parce que je suis pas trop dans le milieu de la préparation physique. Ouais. Je sais que j'entends très très souvent que l'haltérophilie est très très appréciée des préparateurs, parce qu'il y a de nombreuses composantes qui sont transférables dans plein de sports. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu me donnes un joueur de 25 ans qui était en centre de développement, qui a des qualités physiques déjà qui sont correctes, voire même au-dessus de la moyenne, qui a des compétences techniques en haltérophilie qui ont été développées pendant des années par des coachs compétents, eh ben c'est clair qu'on peut lui donner de l'haltérophilie à ce gars-là. Par contre, tu me donnes un jeune de 16 ans qui a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. On est un club amateur ici, on s'entraîne 2 fois par semaine. Il sait même pas comment faire un squat. Il sait même pas se mettre en position de mêlée. Si j'ai le choix entre l'haltérophilie avec un bâton pendant 2 ans pour qu'il puisse bouger correctement, ou alors un saut lesté avec une trap bar ou avec même une haltère, le choix il est très 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 vite fait. Tu vois. Et donc de ce côté-là, pour moi, il y a même pas question. C'est clair qu'il y a, voilà, j'ai un athlète, Nico, avec qui je travaille, qui est très compétent en haltérophilie. Il fait de la voile. Ça requiert pas nécessairement des qualités explosives telles qu'elles sont développées avec l'haltérophilie, mais il a besoin d'avoir des jambes, il a besoin d'avoir des hanches qui sont vraiment solides pour son sport. Il apprécie énormément l'haltérophilie. Alors on fait de l'haltérophilie. Par contre, encore une fois, la grande majorité des gens avec qui je travaille, qui sont pas compétents en haltérophilie, à moins que ce soit leur sport, à moins qu'ils veuillent faire de la compétition en haltérophilie ou en crossfit, tous les deux requérant une technique d'haltérophilie plus que correcte. S'il y a une autre option en termes de choix d'exercice pour développer ces qualités explosives, encore une fois, le choix il est très très vite fait pour moi. Ok. Bon, l'haltérophilie, tu essaies de t'en détacher quand tu penses que c'est pas forcément le plus utile. Est-ce qu'il y a d'autres principes comme ça que tu essaies de remettre en cause? Enfin, pas remettre en cause, mais essayer de casser certains dogmes et essayer de voir les choses différemment. J'essaie de, encore une fois, toujours prendre l'approche de l'individu, de la personne devant moi. Quelles sont ses compétences actuelles? Quels sont ses besoins par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur sport? Quels sont les outils qu'on a à disposition pour développer ces qualités? Quels sont les exercices qui sont absolument nécessaires pour que cette personne puisse se développer? En général, il y en a pas. Il y a toujours plusieurs options. Il y a toujours un choix à faire. Et le choix, à mon avis, s'il est basé sur la préférence du coach, c'est pas le bon choix. Et c'est là où je vois encore beaucoup de monde se battre et débattre sur les réseaux entre oui, non, moi je pense que ça c'est la meilleure technique, non, moi je pense que c'est plutôt celle-là. On est marié à des exercices et à des méthodes de travail plutôt que à des principes et à une approche individualisée du client ou de l'athlète par rapport à ses besoins, par rapport à ses compétences, par rapport au temps qu'on a avec lui. C'est clair que si j'ai 5 heures de coaching par semaine privé avec un jeune, là, on peut commencer à explorer des choses que je pourrais pas explorer avec un jeune que je vois une fois par semaine pendant 30 minutes. Tu vois, donc je pense que c'est toujours dépendant du contexte, mais dès le moment où, en tant que coach, tu te maries à une certaine approche, ça va avoir un impact négatif à un moment donné sur les gens avec qui tu travailles. Sauf si, bien sûr, tu te spécialises en haltérophilie et tu bosses qu'avec des haltérophiles ou avec des crossfitters. Ah ben là, voilà, banco, bravo, t'as gagné et c'est super. Hein, et j'ai absolument rien à dire de négatif sur les coachs qui utilisent l'haltérophilie avec leurs athlètes. Mais si tu leur poses la question pourquoi t'as choisi ça et puis pas ça, qui est un mouvement peut-être beaucoup plus simple, qui prend beaucoup moins de temps à développer, qui te développe les mêmes compétences physiques, et que la personne répond parce que moi j'aime bien l'haltéro, à mon avis, c'est pas la meilleure réponse possible. Cette remise en cause et cette réflexion là que tu as eue, elle vient d'où? Est-ce que c'est parce que tu as vu des blessures chez des athlètes ou des plateaux de progression? C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille pour te dire tout ça? Ouais, c'est des coachs qui ont passé des décennies dans le domaine de la préparation physique, qui ont fait beaucoup plus de recherches et d'études que moi et qui ont beaucoup plus d'expérience pratique. Et j'ai eu l'opportunité, on va dire, de trouver ces différents coachs, de les suivre, de
de décortiquer des débats qu'ils avaient eu avec d'autres coachs par rapport à certaines qualités physiques, par rapport à la nécessité de certains exercices par rapport à d'autres, et qu'au final, je me suis fait ma propre idée sur la question, qui est que voilà, tout dépend du contexte, tout dépend de la personne qu'on a en face de nous, tout dépend du temps qu'on a, des outils qu'on a à disposition, des compétences du coach aussi. Je veux dire, ça rentre en ligne de compte. Tu peux être un très très bon coach, mais t'as peut-être pas les compétences de coacher en haltéro. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, je pense ça vient d'autres coachs. Je pense toujours à la phrase standing on the shoulders of giants. Donc on repose toujours, on est toujours debout sur les épaules de géants. Et les géants, pour moi, c'est tous les autres coachs qui sont dans le monde de la performance, dans le monde du fitness, qui ont fait leur travail, qui sont intellectuellement honnêtes et qui ont une réflexion qui est, on va dire, qui est dirigée dans l'intérêt de l'athlète et non pas du coach ou d'un certain modèle de préparation physique ou d'approche ou de méthode d'entraînement. Pour moi, c'est ces coachs-là que j'essaye d'écouter le plus possible, parce qu'encore une fois, ils ont pas they don't have a dog in the fight. Ils ont pas un truc à te vendre. Ils ont pas leur méthode, ils ont pas leur truc. C'est des coachs qui sont extrêmement complets. Ils ont un champ de compétences et de connaissances qui est extrêmement vaste, et ils savent faire la part des choses, et ils savent que au final, il y a jamais de réponse noir et blanc. La seule chose dont je suis convaincu en termes de noir et blanc aujourd'hui dans tout ce qui est de la performance, de la santé, c'est que plus de sommeil, c'est mieux. Ça, tu peux. Il y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Il y a du trop si tu es en déficit de sommeil, et oui, ça va te prendre 3-4 semaines en dormant 12 à 14 heures par nuit pour retrouver ta moyenne entre 7h30 et 8h30. Oui, il y a trop. Et certainement que pour certaines personnes qui ont certains soucis médicaux, côté clinique, peut-être qu'il peut y avoir trop. Mais pour 99,9% des gens, plus de sommeil, ça va toujours être bénéfique. Et c'est la seule absolue à laquelle je peux penser dans tout ce que je fais. Tous les autres débats que j'ai pu entendre, parce que je prends pas nécessairement part à de grands débats sur des questions comme ça. Il y a toujours des nuances. C'est toujours dans les zones c'est toujours dans le gris, quoi. Et il faut pouvoir avoir une conversation comme ça pour faire avancer les choses. Et voilà, simplement être marié à un exercice ou à une approche, à mon avis, ça peut être une approche si on est dans un champ très spécifique et qu'on s'y cantonne. Mais après, faut pas essayer d'aller prêcher la bonne parole et dire à tout le monde que ton exercice, c'est le meilleur exercice pour tout le monde en tout temps. Tout à l'heure, là, quand on discutait un peu avant de démarrer l'enregistrement, tu me parlais qu'en ce moment, tu aimes bien tout ce qui est autour de techniques pour la respiration, ou j'ai mal compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, et puis me dire ce que tu as découvert, ou quelles sont les nouvelles technos, les nouvelles techniques, les nouveaux trucs un petit peu à la mode, utile ou pas utile, tu vas me dire, pour améliorer sa condition physique, les trucs qui sortent là. Alors des modes, il y en a plein. Les modes, ça m'intéresse pas trop, même pas du tout, sauf si c'est pour essayer d'amener du contexte et des outils pratiques pour dans quel cas c'est peut-être intéressant de suivre cette mode ou d'utiliser cette méthode qui est à l'heure actuelle à la mode. Je suis, voilà, comme tu as dit, très intéressé par tout ce qui est du système respiratoire de manière générale. À mon avis, c'est une part de notre physiologie qui est absolument cruciale. Au niveau performance également, parce qu'on sait que, surtout avec le développement des différentes technologies de mesure comme le NIRS, qui est la marque s'appelle Moxy, qui est la plus connue, mais en gros ça te permet de mesurer l'oxygène, la saturation en oxygène dans le muscle en temps réel. Et en plus des avancées de la recherche de ces 20 dernières années en termes de filière énergétique et d'autres sujets adjacents, le fait est que l'oxygène, on l'utilise dès les premiers instants de l'effort. Dès qu'il se passe une contraction musculaire, on a une utilisation d'oxygène qui est quasi instantanée. Que l'oxygène, on va dire,
est crucial pour la performance sportive. Et si on suit un petit peu le cheminement de cette molécule qui nous fait littéralement avancer, elle rentre par le système respiratoire, elle est ensuite passée dans le sang, elle est ensuite, on va dire, poussée par le système cardiovasculaire, par notre cœur, vers les muscles, et ensuite, par les capillaires, les muscles prennent l'oxygène, utilisent l'oxygène, relâchent du CO2, et encore une fois, le système vasculaire va ramener le CO2 au poumon, et le système respiratoire va, on va dire, extraire le CO2 de notre organisme. Et c'est vraiment ce cycle-là qui me fascine à l'heure actuelle, avec le système respiratoire qui joue un rôle prépondérant dans le processus bioénergétique, en fait. Et de tout ce que j'ai pu trouver jusqu'ici, c'est un système qui est largement négligé par la grande majorité des gens. La plupart des gens savent même pas comment ça fonctionne, que ça peut être entraîné, en sachant que le diaphragme, c'est un muscle. Donc, comme tous les autres muscles du corps, il a une amplitude de mouvement, il a une contraction, un relâchement. Les intercostaux, c'est des muscles expiratoires très très importants également. On n'en parle jamais, on n'apprend pas ça à l'école. Et donc je l'ai appris, moi. Toi, tu l'as appris. Moi, en tout cas, c'était pas dans mon bouquin, et la plupart des gens à qui je parle aujourd'hui, ils l'ont pas appris non plus. En tout cas, c'était une ligne, et puis après, tu passes à autre chose, mais c'est pas considéré comme un muscle à travailler pour ce qui est de la performance sportive. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, je te chambre un peu. Non, je comprends. L'anatomie et la fonctionnalité, mais effectivement, comment le travailler, ça, c'était pas notre cursus. Mais oui, effectivement, juste diaphragme, l'inspirateur principal, qui est très souvent délaissé. Je vais te laisser continuer parce que je voulais juste mettre un petit point là-dessus. Très souvent, ce sont les inspirateurs accessoires qui prennent trop vite le relais par rapport au diaphragme. Donc, inspirateur accessoire, ça va être tout ce qui est autour de la cage thoracique, les pecs, les scalènes, tout ce qui est autour du cou. Il n'y a qu'à voir quelqu'un qui respire par les épaules, par le thorax, et quelqu'un alors qu'il n'a pas forcément une grosse activité sportive, n'utilise pas bien son diaphragme, mais déjà là, il y a un gros problème. Rien que sur la physiologie du truc. Donc, tu as ça, donc comment tu respires, tu l'as bien dit, on va dire mécanique respiratoire, tu as le fait d'expirer assez fort, de manière assez puissante, d'avoir la capacité d'expirer assez fortement, qui nous permet, surtout dans des hautes intensités, de sortir assez de CO2 du système, en sachant que le système respiratoire, c'est le régulateur principal de l'acidité au niveau du corps, et donc surtout quand on parle de plus hautes intensités. Donc c'est fondamental qu'on développe ces qualités-là. C'est fondamental qu'on apprenne à les mesurer aussi en tant que coach, parce qu'on se dit voilà, on va tester cet athlète, on va leur tester leur back squat, on va leur tester un 2000 mètres sur un rameur, mais après est-ce que on va prendre du temps est-ce qu'on sait déjà comment mesurer les capacités pulmonaires d'un athlète ou d'un client, et après est-ce qu'on sait comment on va dire planifier des entraînements pour faire en sorte qu'on puisse améliorer certains déficits, que ce soit au niveau structurel ou fonctionnel. Ok, donc on voit que en ce moment, tu t'intéresses pas mal à tout ce système respiratoire. Je vais rester 30 secondes dessus pour te demander si tu as déjà collaboré avec des praticiens ou des thérapeutes manuels. Donc ça peut être des kinés, comme ça peut être des ostéos, des personnes en tout cas qui ont la compétence pour travailler dessus. Sur la capacité thoracique, l'ampliation thoracique, la mobilité diaphragmatique aussi, est-ce que tu as déjà bossé avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites? Il s'est rien encore passé de ce côté-là. Comme je te dis, je m'y intéresse énormément et je rentre pas à pas dans ce monde-là. Je suis en train de me procurer les outils pour pouvoir travailler ces qualités-là. Je sais des recherches que j'ai faites, et encore une fois, j'ai rien inventé. J'ai tout appris de gens qui ont beaucoup plus étudié que moi avant. Que, comme tu l'as très très bien dit, ta capacité à inspirer, à expirer complètement, ça a une composante structurelle au niveau de la cage thoracique qui est très très importante, et s'il y a une restriction à ce niveau-là, ça peut avoir un effet négatif sur ton potentiel respiratoire.
Et donc oui, absolument, pour certaines personnes, ça va être important que je puisse les référer à une personne compétente pour travailler de manière manuelle sur ces limitations-là. Comme je t'ai dit, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je m'immisce gentiment dans ce monde-là. Je sais que c'est une part importante on va dire, rétablissement du bon fonctionnement de la mécanique respiratoire et des différents volumes qu'on doit pouvoir ventiler. Donc c'est absolument une part importante, et je me réjouis de pouvoir trouver des gens compétents dans les environs près de chez moi pour pouvoir collaborer avec eux pour les athlètes qui en auront besoin. Ouais, tu vois, ça peut être vraiment super intéressant, là, travailler les coupoles diaphragmatiques, de voir avec un ostéo. Voilà, en travaillant les coupoles, l'amélioration de la capacité des coupoles à descendre, à bien prendre appui sur les viscères pour respirer, parce qu'il y a une attache, les piliers du diaphragme sont attachés au niveau de la charnière entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, donc à peu près milieu bas du dos, pour ceux qui savent pas où c'est. Donc un diaphragme qui est un peu bloqué, il peut y avoir les piliers qui peuvent enraidir un peu la zone thoraco-lombaire. Ça peut avoir, j'imagine, aussi un effet sur certains mouvements dans le squat, dans des activités particulières dont tu peux préparer. Tout ça, et puis même les cervicales aussi. Parce que l'innervation du diaphragme, c'est le nerf phrénique. Et le nerf phrénique sort... c'est plusieurs racines qui sortent des cervicales. Donc... ouais, une petite restriction au niveau cervical aussi, ça peut expliquer. Et puis plein de chaînes comme ça, moi je pense que ça peut être hyper intéressant avec un ostéo, aller regarder tout ce système respiratoire, et essayer de débloquer quelques parties, et puis peut-être que ça peut améliorer les capacités physiques, et puis inversement, tu vois, de travailler là-dessus, ça peut peut-être aider aussi à débloquer certaines zones ailleurs. Ok, la respiration, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu t'intéresses en ce moment ? Bah écoute, tout ce qui est du testing physiologique, donc pour aller un peu plus loin, l'aspect respiratoire est très très important. Comment utiliser des données de ventilation, donc qu'on collecterait sur un test type VO2 max. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations, ces data-là, parce que une VO2 max c'est bien joli, mais on le sait déjà très bien que c'est pas parce que tu as une grande VO2 max que tu vas gagner. Et encore récemment, il y a eu des avancées dans ce qui est de la compréhension je crois que c'est du couplage ou du découplage au niveau mitochondrial. J'en parlais hier avec Evan, qui connaît ce domaine beaucoup mieux que moi, qui est d'ailleurs un champ de recherche qui est complètement détaché du domaine de la performance. Mais pour parler très très simplement, les personnes qui sont nées plus près, ou les personnes qui ont des ancêtres qui ont vécu plus près du cercle polaire, on va dire, ont des mitochondries qui sont pas efficientes du tout, ou moins efficientes que ceux qui sont, en gros, qui ont évolué plus près de l'équateur. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles tu retrouves, surtout dans les populations scandinaves, des VO2 max absolument astronomiques. Alors que tu prends Kipchoge, par exemple, qui a couru le marathon en moins de 2 heures, il a pas une VO2 max qui est absolument folle. Par contre, il a une efficience qui est hors du commun, que ce soit au niveau mécanique ou apparemment au niveau cellulaire également. Et donc, il y a des différences à ce niveau-là qui font que la valeur de la VO2 max est vraiment pas si importante que ça au final. Par contre, les données ventilatoires pendant un effort avec une augmentation de l'intensité progressive, où tu peux voir tes respirations par minute, donc ta fréquence respiratoire, ton volume courant, le volume par minute, ça, c'est des informations qui sont importantes dans le sens où si tu as un athlète qui va très très bien jusqu'à, disons, 45 respirations par minute, et là, tout d'un coup, tu vois le volume courant qui commence à tomber de manière drastique, eh ben, on a un problème au niveau coordination respiratoire dans ces zones d'intensité-là, dans cette fréquence-là, et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler de manière spécifique. Et si on l'approche pas comme ça, il y a aucun autre type d'entraînement qui va pouvoir pallier à ce genre de limitation. D'où l'intérêt d'avoir ces tests métaboliques type VO2 avec toutes ces données justement qui nous permettent d'ensuite mieux programmer pour l'athlète. Avec ça aussi, tout ce qui est d'apprendre, on va dire, comment déceler le facteur limitant chez un athlète au niveau physiologique. Donc, quand je dis facteur ou système limitant, je parle des 3 systèmes que j'ai mentionnés avant, respiratoire, cardiaque et musculaire ou métabolique. Et à partir de certains tests, on peut ensuite réorienter l'entraînement pour faire en sorte que on perde pas de temps avec des entraînements qui ne seront pas bénéfiques à cette personne, mais qui vraiment a une approche, on va dire, vraiment individualisée et pas juste lancer un programme à quelqu'un parce que on a lu que c'était comme ça qu'il fallait programmer
de manière générale. Ouais, personnalisation, hein, toujours. Et de toute façon, j'ai l'impression que plus les avancées se font, plus on va dans la personnalisation, quoi. Plus on se rend compte qu'il y a des différences, là, comme tu dis, en fonction de tes origines, en fonction de ta morphologie. Bon, maintenant, c'est de plus en plus admis, qu'on est tous différents sur plein de points, et que le secret va être de plus en plus dans la personnalisation au maximum. Et puis tu l'as même dit tout à l'heure, en fonction du sport, en fonction on va pas donner les mêmes exercices. Peut-être que l'haltéro ne sera pas forcément le meilleur choix pour entraîner un athlète, etc. Est-ce qu'il y a de la personnalisation aussi dans le conseil, enfin pas le conseil, mais la psychologie? La réponse est oui, évidemment. Mais est-ce que... Tu l'as bien deviné. Ouais, parce que tu sais, si c'est toujours les questions comme ça et que tu as juste à répondre oui, le podcast il fait 30 secondes et puis c'est ça. Non, mais derrière, ce que je veux essayer de dire, c'est est-ce que toi tu as des techniques, des tactiques, des astuces alors, psychologiques pour pousser un athlète à aller plus loin? Parce qu'on pense toujours qu'on se dépasse, mais en fait, on peut encore plus se dépasser. Et dans le coaching, dans la préparation physique, il y a quand même cette grosse composante de l'accompagnement et de l'encouragement et de l'accompagnement psycho. Comment tu t'y prends? Est-ce que c'est quoi les trucs les plus efficaces pour se dépasser? Alors, je sais pas si j'ai la réponse directe à cette question. Je vais te parler un petit peu de l'approche que je prends en général. Quand je commence à travailler avec quelqu'un, j'essaie de toujours prendre pleine conscience d'où il se trouve, d'où cette personne se trouve dans leur aventure, dans leur cheminement, dans leur processus de réflexion, dans leur développement. Parce que moi, ça me permet ensuite on va dire, de m'immiscer dans ce processus presque sans changer grand-chose, on va dire. Là, on parle d'une personne qui a déjà un certain âge d'entraînement et une routine déjà établie. Pour commencer à simplement comprendre comment cette personne fonctionne, quels sont ses systèmes de croyances, si on veut parler comme ça, et je ne parle pas nécessairement de côté religion ou personnel, mais vraiment dans tout ce qui est de l'entraînement. On a tous des croyances sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui marche pas. Savoir ce qui marche pour cette personne, c'est très très important pour moi. Je pense que de plus j'avance, plus je laisse une grande part de responsabilité soit au client, soit à l'athlète, en termes de choix d'exercice, en termes de peut-être on va pas aller jusqu'à la structure même de l'entraînement. Encore une fois, dans certains contextes, oui. Je pense que plus tu donnes de l'autonomie et de la responsabilité à la personne, plus ils vont croire en ce qu'ils font. Ça c'est sûr. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve marche très très bien. C'est savoir quand il faut imposer un cadre, un exercice, des répétitions, une charge, un tempo, un temps de repos, etc., etc., etc. Et quand est-ce qu'on peut essayer de donner cette option à l'athlète ou au client, voir s'ils font les bons choix, s'ils les font pas, pourquoi, comment est-ce qu'on peut les éduquer pour qu'ils fassent le bon choix. Parce que l'idée, c'est toujours pour moi de donner le maximum de clés possibles, pas en une séance, bien sûr, ça prend du temps et si on donne trop, les gens se perdent. Donc, il faut le faire progressivement, mais donner toutes les clés pour que, à terme, si cette personne décide de s'entraîner seule, elle ait les compétences de base pour savoir comment structurer un entraînement, savoir quels exercices choisir et pourquoi, comment choisir les charges, jusqu'où je vais dans mes séries de répétitions, est-ce que je vais jusqu'à l'échec, est-ce que je m'arrête avant, pourquoi. Donc c'est, à mon avis, il y a une grande part d'éducation de manière générale, mais ça commence toujours par comprendre où cette personne se trouve au départ et faire en sorte qu'on puisse, en gros, monter dans leur train. Eux, ils ont un train, ils ont un voyage qu'ils sont en train d'effectuer, et il faut, nous, en tant que coach, qu'on saute dans leur train et qu'on comprenne comment eux ils fonctionnent pour ensuite gentiment aiguiller le train quand il y a des options de le faire, pour faire en sorte qu'ils se rapprochent de manière la plus efficace et organique aussi de leurs objectifs. Je ne sais pas si ça répond directement à ta question. Oui. Est-ce que tu es plutôt, quand tu vois les performances d'un athlète, tu vas être plutôt du genre à dire ce qui va, à dire ce qui est bien, ou plutôt à dire ce qui est pas bien? Shit sandwich. Donc pour ceux qui connaissent pas le shit sandwich, tu mets
Un un bien, un pas bien. compliment, ensuite tu dis quelque chose qui pourrait être amélioré, puis tu finis avec un compliment. Donc ça, c'est mon approche de base. Je le fais inconsciemment maintenant. Et ça permet de... Certains clients le savent très bien d'ailleurs, et quand je commence avec le premier compliment, ils Ils me disent savent. vas-y, balance. Mais je pense que c'est toujours donner 2 positifs pour un négatif, c'est toujours bien, dans le sens où ça permet de montrer à la personne qu'elle est en train de faire des progrès et qu'il y a, il y a plein de choses. Voilà, renforcement positif, très clairement. Tu tapes pas sur les doigts alors. Tu n'es pas un coach qui engueule ses clients. Non, non, j'ai aucune envie de le faire. Je suis pas. Tu n'es pas le Philippe Lucas de la préparation. Tu vois, je connais pas Philippe Lucas, donc je pourrais même pas te dire ce que je pense de lui. Tu vois pas qui c'est? Non. C'était l'entraîneur de Laure Manodou. Ok, d'accord. Donc c'était quelqu'un qui était réputé, qui l'est toujours, hein, pour être un peu sanguin, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et j'ai rien contre ça. Je pense que il faut très dur même pour ceux qui ont vu les documents, enfin qui ont vu certains documentaires où. Et encore une fois, ça marche pour certains athlètes. Et je sais que si quelqu'un vient me voir et me dit ouais, faut que tu me gueules dessus pour que je sois motivé, je vais te dire écoute, je vais te mettre en contact avec ce monsieur que tu viens de mentionner, parce que moi je fais pas ça, et je pense qu'on va pas être fait l'un pour l'autre. Je pense qu'il y a une part de ça aussi, et il faut être honnête avec soi-même. Il faut de tout pour faire un monde. Je pense que c'est un peu bateau comme expression, mais ça tient vraiment ça tient quelque chose d'important, dans le sens où chaque personne est différente, chaque personne va répondre à un stimuli différent, à une approche différente, à une perspective différente, et donc il faut des coachs différents pour pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun. Et après, il faut juste faire en sorte que le coach que tu choisis ou la personne avec qui tu travailles, il y ait une certaine énergie qui passe pour que le travail puisse se faire de manière que ce soit mutuellement bénéfique, quoi. Et pas que ça tire seulement dans un sens. Donc voilà, c'est pas mon approche, mais j'ai rien contre les gens qui décident de travailler comme ça, ou qui sont comme ça, ou pour les athlètes pour qui ça fonctionne. Le fameux marche ou crève, tu sais, c'est je t'engueule et tu suis, et sinon t'es une merde et t'y arriveras pas, quoi. C'est à double tranchant, effectivement. Quand est-ce que tu lances ton podcast? 2019 aussi? Fin 2019, je crois que c'était le 26 ou le 28 décembre 2019. Donc voilà. Qu'est-ce qui te pousse à lancer un podcast à ce moment-là? Parce que c'est le meilleur moyen à l'heure actuelle de produire du contenu diversifié, de pouvoir atteindre des audiences auxquelles tu n'as pas nécessairement accès sans avoir les personnes en invité sur ton podcast. Quand je dis plein de contenu, pour moi, ça veut dire que tu enregistres un podcast d'1 heure, ça te fait un podcast audio d'1 heure. Si tu le fais en vidéo, ça te fait une vidéo d'1 heure également. Si tu fais un petit peu de post-prod derrière, tu as 3-4 clips que tu peux couper, soit pour ton YouTube, soit pour ton Insta, soit pour ton Twitter, soit pour ton Facebook. Ça fait des citations que tu peux tirer aussi et refaire en images. Je veux dire, c'est énormément de matériel. Alors, je fais pas tout le temps, mais les clips, oui, je le fais assez souvent. Je fais toujours en sorte d'avoir une vidéo coupée avec, en général, c'est le teaser et l'intro du podcast. Je l'utilise comme vidéo sur Insta pour la promotion, sur Facebook aussi. Je fais en sorte de toujours avoir l'audio en podcast et la vidéo sur YouTube. Donc c'est un peu le meilleur raccourci à l'heure actuelle pour produire du contenu en masse. Et honnêtement, pour moi, c'est à l'heure actuelle le meilleur moyen d'apprendre, parce que ça me permet d'interviewer des gens qui sont dans des milieux auxquels je m'intéresse. Ça me permet d'avoir aussi un petit peu de légitimité, on va dire, quand j'aborde quelqu'un par email, par exemple, et je peux dire voilà, j'aimerais bien parler de ce sujet-là, j'ai déjà eu tel et tel nom sur le podcast pour parler de la même chose. C'est on va dire des sous-groupes ou des sous-mondes de la performance et du fitness qui tout le monde se connaît un petit peu entre eux. Tu vois, si tu parles par exemple, je sais pas, tu parles préparation physique rugby en France,
tous les prépas se connaissent, les noms ils tournent assez vite. En général, les gens ils tournent de club à club assez facilement. Donc, c'est des mondes qui sont assez petits. Donc, une fois que tu as 2-3 noms dans le domaine, tu peux facilement aller parler aux autres. Et encore une fois, comme je te dis, ça, pour moi, c'est une opportunité d'apprentissage qui est absolument énorme, de pouvoir recouper toutes ces différentes perspectives de tous ces professionnels qui ont accumulé des centaines, des centaines d'années d'expérience dans ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et donc c'est vraiment une opportunité en or, et ça a jamais été plus simple qu'aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et ce qui est pas mal, ce qui est assez fort quand même, je trouve, que tu fais sur ton podcast, qui au départ je pensais être plutôt un truc suicidaire au final, mais en fait non, parce que c'est d'avoir à la fois des épisodes en anglais et des épisodes en français. Mm-hmm. Alors, ouais. Moi, si tu veux, de mon point de vue, au départ, je me suis dit, bon, les deux langues pour un même podcast, est-ce que déjà ça va pas s'adresser au même public, parce qu'il y a ceux qui vont parler français et pas anglais, puis ceux qui vont parler anglais et pas français. Est-ce que ça dilue pas le message? Est-ce que c'est pas deux audiences entre guillemets différentes? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied sur l'évolution? Et en fait, tu fais ça plutôt bien. Et bon, alors, en dehors du fait que tu maîtrises complètement les deux langues et que ça te permet d'avoir des invités qui changent de l'ordinaire, ben finalement, j'ai l'impression que ça prend, quoi. Enfin, que ça fonctionne, et que c'est pas nécessairement un obstacle, en fait. Ouais, ça dépend de ton objectif. Mon objectif, c'est pas d'avoir le podcast qui grandit le plus vite, c'est pas d'avoir le plus gros podcast dans une langue ou dans l'autre, ou dans un domaine ou dans l'autre. Honnêtement, je prends l'opportunité de pouvoir parler à des gens qui sont absolument fantastiques et extrêmement bien éduqués, et de pouvoir gentiment avancer dans ce monde-là, de pouvoir moi mieux comprendre certains sujets, de pouvoir apporter différentes perspectives aux coachs et aux personnes intéressées qui écoutent. Donc je me suis posé la question les 4 ou 5 premiers mois aussi, est-ce que je devrais que le faire en anglais, est-ce que je devrais que le faire en français? Oui, ou faire 2 podcasts, peut-être. Un où tu mais au final, c'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des comptes à rendre à personne. C'est moi ce qui me passionne. Je passe des fois du coq à l'âne en termes de sujets que je traite sur le podcast. J'ai par exemple des invités qui sortent de l'ordinaire. J'ai reçu mon ami de longue date, Quentin Galéa, qui est doctorant en économie et enseignant en statistique, qui est un domaine adjacent à tout ce qui est de la recherche scientifique dans l'entraînement, bien sûr. Mais voilà, je l'ai reçu parce que c'est un ami, et parce que il a des compétences qui sont absolument hors pair dans le domaine. Donc je pensais que c'était intéressant d'avoir sa perspective sur tout ce qui est de la recherche, de tous les détails, on va dire, de tout ce qui est de la recherche scientifique, pour amener encore une fois du contexte aux coachs qui s'y intéressent et qui veulent aller lire des papiers, etc. J'ai reçu un professeur en physiologie respiratoire, qui est vraiment le grand-père de la physiologie respiratoire, de la recherche. Ça fait combien de temps? Ça fait 45 ans qui fait de la recherche en physiologie respiratoire. Là, ça t'as dû te faire plaisir, là. Ouais, c'est ça. Ça me permet de vraiment parler enfin, pas qui je veux, pas encore, mais gentiment. Et donc, si tu réussis à avoir Jean-Claude Van Damme, fais-moi signe. Non, ça je te le laisse. Ça je te le laisse. Je ne te prendrai pas ça. Je ne t'enlèverai pas ça des mains. M'enlève pas Jean-Claude, s'il te plaît. Non. Jean-Claude, je te le laisse. Mais c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment une expérience qui est super intéressante. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment fascinant. À l'heure actuelle, tout le monde peut faire ça. Et ça n'a pas besoin d'être pour monétiser, pour faire de l'argent, pour se faire une audience. Ça peut simplement être par intérêt personnel. Tu as envie de parler à certaines personnes, tu fais un podcast, tu publies ça, tu partages. Et au fil du temps, tu vas trouver des gens qui sont intéressés. Et tu sais, ce qui est super avec un podcast, c'est que t'as pas besoin d'écouter tous les épisodes. Je veux dire, Joe Rogan, qui est pour moi vraiment le grand-père de ce mouvement et le leader là-dedans, il y a des gens qui reçoivent et ça m'intéresse absolument pas. Et il y en a d'autres, je le vois et je clique en une demi-seconde et je vais passer 3 heures à écouter son truc. Donc je pense qu'il faut pas se dire que chaque épisode doit être exactement pour mon public. Non, c'est ton podcast, tu fais ce que t'en fais ce que tu veux, pardon. Et si les gens écoutent, super. Si les gens écoutent pas, tant pis pour eux.
n'y a pas de Alors, problème. je suis entièrement, je suis à 99% d'accord sur ce que tu dis. Alors, le seul 1%, c'est en ce qui concerne mon podcast, il faut tous les écouter. Donc, ça, je le dis, je le dis Bien aux auditeurs placé, qui bien écoutent, si vous placé. tombez sur cet épisode, vous êtes obligé d'écouter tous les épisodes. Non, mais je te rejoins parce qu'effectivement, ça m'est arrivé de faire des épisodes qui étaient un peu moins dans la ligne éditoriale du podcast, d'autres qui étaient carrément dedans. On n'est pas obligé de tous les écouter. Mais néanmoins, j'aime bien me dire que quand même, à chaque fois, je vais avoir les mêmes auditeurs qui vont écouter. Je vais essayer de, même si le sujet sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, d'avoir toujours les mêmes auditeurs qui vont quand même l'écouter. Parce que c'est aussi essayer d'amener les gens dans un autre endroit pour les faire découvrir autre chose. Dans un sens. Donc, c'était le 99% était pour rigoler. Évidemment, c'est 100%. 100%. Et alors, il s'adresse à qui ton podcast? Est-ce qu'on est plus sur les préparateurs physiques, les coachs, ceux qui veulent aller dans la technique? Tu m'as dit, bon, ça parle de plein de sujets, mais de manière générale, Upside Strength, il s'adresse à qui? À tous ceux qui s'intéressent à ce à quoi je m'intéresse. Je pense que ça se dirige gentiment plus vers les coachs que vers d'autres publics. Je pense que les gens que je reçois sont des coachs qui ont énormément d'expérience et qui peuvent transmettre quelque chose qui est intéressant pour les personnes qui essaient de se développer dans le milieu. J'ai pas mal de monde qui me dit qu'ils utilisent mon podcast comme complément d'éducation à leur cursus STAPS, par exemple. Et Ok. Oui, parce que voilà, parce que c'est là où je voulais un petit peu en venir, c'est que j'ai écouté, pour avoir écouté quelques-uns de tes épisodes, c'est vrai que parfois c'est quand même très technique. Je suis pas complètement perdu, mais des fois je suis plus dedans. Et bon, mon métier fait que j'ai des bases d'anatomie, de physiologie, un petit peu tout ça. Mais dès qu'on rentre un petit peu trop dans la science de l'entraînement, c'est vrai que des fois, j'ai pas été éduqué à ça. Donc effectivement, des fois c'est technique. Et pour certains coachs, à mon avis, ça représente une valeur assez inestimable. Ouais, mais d'un côté, tu vois, je pars super technique, et d'autre côté, je vais partir sur des histoires de vie, des parcours, des personnalités aussi, des personnes, et ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que t'as pas besoin de toujours parler de répétitions et de séries et de trucs. Tu peux partir sur d'autres sujets qui permettent peut-être de tisser des liens un petit peu plus personnels et de vraiment monter une communauté qui est assez globale. Sans nécessairement toujours être dans les détails techniques, et donner un peu de perspective aux étoiles montantes et aux coachs qui sont passionnés et qui veulent se développer, de leur montrer qu'il y a 1000 façons de faire les choses. Ça, c'est une des conclusions que moi je tire du podcast après seulement une année même, c'est que il y a tellement d'approches différentes, il y a tellement de perspectives différentes, il y a tellement de modèles différents qu'il y en a vraiment pour tout un chacun. Il faut juste trouver ce qui te convient, et faut être honnête avec toi-même quand tu apprends et quand tu te développes, et après tout est possible, quoi. Et peut-être un jour arriver à rencontrer Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas du tout pourquoi Jean-Claude Van Damme, je crois que j'en ai déjà parlé dans certains anciens épisodes, mais c'est parce qu'on en a discuté sur le podcast qu'on a enregistré pour justement Upside Strength. C'est le numéro 110, hein. Si je me trompe pas, c'est ça, oui. Voilà, bon, tous ceux qui écoutent et qui veulent m'entendre parler pendant un peu plus d'une heure sur mon parcours ou sur ma vision de l'ostéo, de la santé, tout ça, bon, s'il y en a que ça intéresse, je pense que je dis des trucs qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous apprendre quelques trucs. Allez écouter le podcast, l'épisode 110, qui sera sorti peut-être ou pas encore sur le podcast de Sean, voilà. Et donc oui, pour revenir à Jean-Claude Van Damme, c'est parce que tu m'avais posé une question à l'intérieur où je parlais de Jean-Claude Van Damme justement, et c'est pour ça que c'est la petite private joke que les gens n'aiment pas quand ils ne comprennent pas. Ouais. Maintenant ils savent. Allez, pour finir sur le podcast, quelle est ton ambition actuellement? Est-ce que tu as envie de le faire évoluer vers... tu m'as parlé de coach, est-ce qu'il y a des choses derrière qui se préparent, ou pour l'instant tu laisses couler puis t'as pas trop de regard par rapport à ça? Non, je veux continuer à m'amuser avec ce que je fais tous les jours. C'est mon plus gros objectif, c'est pas tomber dans une routine monotone où je
J'ai le droit de dire des gros mots sur ton podcast? Oh, tu peux. Attends, j'ai reçu Jean-Marie Corda, que j'invite tout le monde à aller écouter l'épisode 37. Non, pas tout le monde. J'invite pas tout le monde à écouter l'épisode 37. Pas les âmes sensibles. Non, je sais pas si tu l'as entendu. Non, sobrement intitulé La thérapie par la prostitution. C'est une personnalité trempée qui lui non plus n'a pas sa langue dans sa poche. Donc après avoir reçu un invité comme Jean-Marie Corda, je pense que tu peux dire ce que tu veux. Ouais, donc j'ai pas envie de m'emmerder. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie que ce que je fais tous les jours m'apporte du bonheur, quelque chose de positif. Et donc je continue dans cette veine-là. Je continue je suis toujours assoiffé de comprendre. Donc je continue d'aller chercher des invités parfois un petit peu obscurs du grand public, mais non, mon objectif c'est de continuer à simplement faire ce que j'aime, de parler aux gens à qui j'ai envie de parler. Et écoute, si ça peut aider quelques personnes en chemin, ben c'est cool quoi. Ok, je vais enchaîner quelques petites questions que j'aime bien mitrailler de plus en plus là sur les fins d'épisode. Ça marche. Est-ce que tu as eu des blessures? Oui, blessures. Lesquelles? Ouais. Il y a la suite de la question. La cheville, quand j'étais au rugby, je me suis cassé la main en mettant un coup de poing dans une porte quand j'étais plus jeune. Ah, est-ce que c'est la fracture du mauvais boxeur, entre guillemets, celui où tu frappes et au dernier moment tu dévis et en fait tu te pètes la phalange du 5? C'est ça. C'est celle-là, c'est vrai. J'ai aucune compétence de combat. Je sers vraiment à rien dans ce cadre-là. Donc ouais, j'étais juste très très fâché et j'ai tapé dans une porte et voilà. Puis après j'avais mal à la main et 2 jours plus tard je suis allé faire une radio parce que j'avais encore mal. Du coup j'ai une plaque dans la main. Toujours encore aujourd'hui. Ouais, écoute, je me suis blessé au dos il y a de ça 1 an et demi maintenant. Et c'était clairement pas nécessairement structurel, mais c'était vraiment surcharge de travail de manière générale. J'en paye encore un certain prix aujourd'hui. Enfin, je me sens beaucoup mieux qu'avant, mais je suis pas encore à pleine capacité encore. Écoute, il y a rien qui bouge au niveau de la section lombaire, si tu veux bien. Donc il y a quelques semaines en arrière, j'avais une incapacité complète d'effectuer une flexion quelconque de la portion lombaire de ma colonne vertébrale. Ce qui a changé ces dernières semaines. J'ai pris un bon coach compétent à mes côtés qui m'aiguille et qui m'aide dans ce processus de rétablissement et ça se passe très très bien. D'ailleurs, Kevin, si t'écoutes, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Et donc ça, je pense que c'était la plus grosse blessure, mais encore une fois, c'était pas nécessairement directement dû au sport, c'était vraiment surmenage qui à ce moment-là n'était pas optionnel dans le sens où il y avait des factures à payer et c'est Bibi qui travaillait, donc j'ai dû le faire, mais voilà, je me remets gentiment. Je pense que c'était la plus grosse blessure que j'ai eue. Qu'est-ce que tu fais régulièrement pour contrôler ces blessures? Est-ce que tu vois des kinés? Est-ce que tu vois des ostéos? Tu consultes des spécialistes? Ouais, bah écoute, j'ai consulté plusieurs spécialistes cette dernière année et la personne qui m'a le plus aidé, c'est un collègue à moi, un coach qui s'appelle Kevin, qui s'appelle K-Swiss Fit. Il a un podcast aussi d'ailleurs, il est sur Genève en Suisse. Oui. Non, mais maintenant que tu me le dis, maintenant que tu me parles de son podcast, je vois qui c'est parce qu'on m'a déjà envoyé un petit mail pour me parler de ça. Je ne connaissais pas avant et puis j'avais été voir. Effectivement, il a un podcast sur pas le fitness, mais sur le sport aussi, le coaching, l'entraînement. Exactement. Il a fait un peu ses écoles à New York aussi, donc il est bilingue également. Et il a c'est un peu cette racine nord-américaine que moi j'ai aussi de côté coaching et entraînement, donc on s'entend très bien et c'est vraiment lui qui m'a aidé. Il a une connaissance très très approfondie de tous les principes de FRC. Je pense que tu connais Pas du tout. Ok, parce que si je me trompe pas, Functional Range Conditioning. Tout ce qui est des mouvements articulaires contrôlés, ouais. Et c'est le terme anglais que j'avais pas. Okay. Bah écoute, il faudrait que je regarde de plus près. Dit comme ça me parle un peu plus, effectivement, les mouvements articulaires contrôlés. Ouais. Après, je suis pas certain de voir en totalité de quoi il s'agit, mais j'irai regarder. Ouais, la personne qui a, pardon de te couper, la personne qui a fondé le mouvement, Dr. Andrea Ospina, il me semble qu'il a
je sais plus s'il était ostéo ou quelque chose dans de ce ressort-là. Donc, je pense que ça te parlera pas mal. Mais ouais, c'est une approche très, on va dire, très, très logique à tout ce qui se passe au niveau mécanique et structurel. Et je te dis, jusque-là, c'est ce qui a marché le mieux et ça continue à marcher. Donc, voilà, on continue. Eh ben, c'est assez marrant. Kevin, donc, qui s'appelle, que je ne connais pas, hein, je n'ai jamais discuté avec lui, mais j'avais vu un de ses épisodes de podcast où justement il parlait d'ostéopathie notamment, et il était un petit peu tranchant sur l'ostéopathie, en tout cas sur l'efficacité. Pour être totalement transparent, c'était un de mes auditeurs, un des auditeurs du podcast mécanique qui m'avait renvoyé ce podcast-là, cet épisode, pour me dire tiens, regarde ce que ce podcasteur a dit. Et donc j'avais écouté. Effectivement, je pense que je sais pas si cet épisode-là, il l'a fait sous le coup de la colère ou sous le coup de l'émotion de quelque chose en particulier. Je pense qu'il y avait des choses qu'il avait dit qu'il fallait remettre dans un contexte, et il manquait beaucoup d'informations, sans vouloir lui dire qu'il disait n'importe quoi, mais il y avait certaines choses qu'il dit sur l'ostéo, en fait, plein d'éléments qu'il ne prend pas en compte. Donc ça serait super intéressant d'ailleurs si vous pouvez discuter avec Kevin pour peut-être avoir l'occasion de parfaire nos connaissances sur la santé. Bah écoute, je te mettrai en relation avec lui avec grand plaisir. Écoute, s'il écoute cet épisode, déjà on lui passe le bonjour, et attention Kevin, attention de ne pas dire n'importe quoi. Je plaisante. Non mais effectivement, on pourra en discuter. C'est toujours intéressant de partager les avis. Ok, conseil santé. Quand je dis conseil santé, c'est qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer la santé à monsieur, madame, tout le monde? On n'est pas forcément sur de l'athlète high level, on est sur quelqu'un qui a une certaine conscience de lui-même, de son corps, de sa santé, qu'il faut bien faire les choses. Tes priorités pour toi, ça serait quoi? Éteins tes écrans 1 heure avant le sommeil et dors plus. Alors le sommeil, ça, t'en as parlé tout à l'heure, finalement c'est un truc, tu le défends là, on voit que... Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est très très négligé. C'est une des choses qui peut faire le plus la plus grande différence dans la vie de quelqu'un, et c'est tellement négligé, ça me fait pas pleurer, mais pas loin. Dans le sens où des gens qui se demandent pourquoi ils ont tout le temps mal, pourquoi ils ont jamais d'énergie, pourquoi ils veulent pas aller à la salle de sport, pourquoi ils ont pas la motivation de se faire à manger, et après ils disent qu'ils restent devant leur téléphone jusqu'à 1h du matin et qu'ils dorment 5 heures par nuit. Je veux dire, la solution, elle est toute trouvée. Est-ce que ça prend de la discipline pour ranger son téléphone ou peut-être mettre des lunettes à lumière bleue là, un petit peu avant à 8h ou à 7h du soir, histoire que tu te ruines pas complètement ton rythme circadien juste avant le sommeil? Est-ce que tu peux améliorer ta qualité de sommeil, ta quantité de sommeil? Je veux dire, ça paraît vraiment tout bête, mais au final, c'est un des éléments qui va avoir le plus d'impact sur ta santé, que ce soit simplement santé ou performance aussi. Ok, le café? Moi j'aime bien, ouais. Et pour ceux à qui ça convient, pourquoi pas. Ok, parce que ça me fait penser à la discussion que j'avais eue avec William, que j'avais reçu sur le podcast, aussi William KDM, qui est naturopathe, justement, qui disait que le café, qu'il fallait vraiment faire attention avec la caféine, surtout. Et alors je sais pas si c'est après la discussion que j'avais eue avec lui, mais j'ai arrêté le café depuis un moment, je bois que du décaféiné. Bon, il y a qui vont dire qu'il y a d'autres saloperies dedans, mais... Je sais que je peux pas boire du café après 2h de l'après-midi, sinon je dors pas. Donc, et je sais aussi que la demi-vie, si ça se dit comme ça en français, la demi-vie de la caféine dans le corps, elle est extrêmement individuelle d'une personne à l'autre. Ça peut ça peut varier d'un truc de fou. Des gens peuvent boire un café 10 minutes avant d'aller dormir et ils ont aucun problème de sommeil, et d'autres, par contre, ils boivent un café à 10h le matin et à 1h du mat, ils sont toujours en train de courir dans leur salon. Donc, je pense que encore une fois, c'est un de ces trucs, dès qu'on commence à parler nutrition, c'est infiniment plus individuel que l'entraînement, et donc faut faire très attention avec les commentaires généraux, sauf pour le sommeil. Ouais, sauf pour le sommeil, c'est compris. Dormez. Alors moi, tu sais quoi, j'ai besoin de 9 heures, donc j'ai besoin. Voilà. Aux 9 heures, je suis au top. C'est long, 9 heures, hein. C'est vraiment long.
Dernière question avant de te lâcher, parce que je sais que tu as un épisode à enregistrer juste après pour ton podcast. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? J'aime bien cette question. Je l'ai déjà posée et j'y ai jamais réfléchi. Alors, donne-moi quelques instants. 10 ans en arrière, donc j'avais quoi? J'avais 21 ans. Je pense que je sortais de mon armée, je commençais à voyager. Honnêtement, rien, parce que je suis content où je suis aujourd'hui. Je serais pas arrivé là sans... Oh, peut-être boire un petit peu moins. Comme ça, peut-être il te restera 3 neurones de plus et puis tu auras 2-3 souvenirs de ton enfance. Je sais pas si c'est lié, mais je me rappelle de très très peu de choses de mon enfance. J'ai bien attaqué la bouteille quand j'étais à partir de mes 18 ans, quand je suis rentré dans le monde du rugby. La troisième mi-temps, j'étais bon dans les 2 premières, mais la troisième, j'excellais vraiment, vraiment. Et donc, ouais, je pense, voilà, modérer un petit peu de ce côté-là, peut-être. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose au niveau mémoire, mais ouais, je pense que ça aurait été le conseil. Super. Bon, ben écoute, on prend ça pour la fin. J'aime bien l'idée. Bon, si on va en apprendre plus sur toi, je mettrai les liens de ton site web, de ta page Instagram peut-être. Il y aura ton podcast. Ouais, à la limite, je te laisse le dire. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on peut te retrouver, où on peut suivre ton travail? Où les gens veulent, où les gens sont. J'essaie d'être un petit peu partout. Donc, si t'es sur Twitter, viens me dire bonjour sur Twitter. Voilà, c'est ça. Si t'es sur YouTube, viens voir ma chaîne YouTube. Si t'es plutôt podcast, ben va écouter mon podcast. Si t'es sur TikTok, viens dire bonjour. T'es sur TikTok aussi? Bah écoute, faut être à jour, hein. Putain. Snapchat? Non, ça tu sais quoi, j'ai essayé à un moment donné et j'ai lâché. Et depuis, honnêtement, j'ai juste pas le temps de passer du temps là-bas dessus. Donc, pas Snapchat, mais tout le reste, oui. Ok, parfait. Eh ben, j'encourage tout le monde à aller écouter ne serait-ce qu'un épisode de ton podcast pour déjà le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ils peuvent le découvrir à partir de celui qu'on a fait ensemble ou par rapport au dernier qui vient de sortir. Si vous êtes donc intéressé par tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, ben ça sera un complément. Ton podcast est un super complément. Merci Sean d'être passé sur le podcast. Je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai appris à mieux te connaître et puis on a parlé de sujets un petit peu plus techniques qui moi m'intéressaient, notamment sur la préparation là, pour les... Enfin, pas les enfants, mais ceux qui sont en adolescence, fin d'adolescence, plus d'autres petits sujets techniques sur l'entraînement, c'est toujours agréable. Et la préparation physique. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Jusqu'ici, si vous voulez lui attribuer une petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire, eh ben vous êtes les bienvenus à chaque fois. Hein. C'est la meilleure façon dont vous pouvez soutenir un peu l'émission, le podcast Biomécanique. 2 autres façons de la soutenir au maximum, en fait, c'est tout simplement de partager. C'est comme ça qu'on grossit, c'est comme ça que le podcast prend de l'ampleur. Sean, tu vas pas me dire le contraire, hein. Tu sais comment ça fonctionne. Si vous aimez les épisodes, partagez-les à vos amis qui sont dans le milieu du sport, dans le milieu de la santé, la préparation physique aujourd'hui. Ou alors faites une petite capture d'écran et mettez-le en story d'Instagram. Et avec Spotify, vous pouvez directement aller dans les paramètres et partager directement en story via Spotify. En fait, c'est hyper simple à faire. Et puis ça nous aide beaucoup. Sean et moi, que ce soit sur mon podcast ou sur le sien. Partagez le sien aussi, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Et puis dernière chose, la lettre biomécanique pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui veulent plus d'infos sur comment améliorer leur santé, essayer de comprendre et décoder un petit peu plus leur corps, la mécanique de leur fonctionnement interne. Cliquez sur le premier lien qui est en description, hein, biomechaniquepodcast.com/lettres. C'est là où je donne tous mes conseils d'ostéo dans le sport pour que vous soyez en meilleure santé et plus performant. Voilà. On se retrouve lundi prochain. Merci Sean, merci à tous. Et puis portez-vous bien. J'ai toujours du mal à conclure ces épisodes à chaque fois. Je ne sais jamais comment terminer. Mais je vais terminer comme ça. Merci et à la semaine prochaine. Bye.